Question à 100 000 euros. Qui a inventé Docker? Réponse A, Google. Réponse B, AWS. Réponse C, Microsoft. Réponse D, un gars sorti de nulle part qui venait juste de finir ses études. Évidemment, si vous êtes là, c'est parce que la bonne réponse, c'est la réponse D. Et oui, cette techno qui a changé la vie de millions de développeurs et est utilisée dans tous les data centers de la planète, a été créée par un Français qui n'avait quasiment aucune expérience. Alors que le cloud n'en était encore qu'à ses débuts, lui voit avant tout le monde le potentiel des conteneurs. Mais il est tellement en avance qu'il va devoir s'accrocher à sa vision pendant plusieurs années. Et quand du jour au lendemain, le succès finit par arriver, ça ne va clairement pas plaire à tout le monde. Allez, assez parlé, place à Salomon pour nous raconter l'histoire de son bébé, Docker. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Solomon, comment tu vas? Salut, très bien, merci. Écoute, bienvenue sur Tronche de Tech. Je suis hyper content de t'avoir. Pourquoi je suis hyper content de t'avoir? Parce que j'ai plein d'invités fantastiques sur Tronche de Tech, mais j'ai pas tous les jours quelqu'un comme toi qui a, on va dire ça comme ça, qui a révolutionné une industrie qui est quand même le cloud. Donc je vais te laisser te présenter. Je vais pas spoiler. Je vais te laisser le soin de le faire. J'ai un premier exercice pour toi pour te présenter justement, qui est de essayer de le faire en 3 phrases maximum. Ok. C'est parti. Vas-y. 3 phrases maximum. Alors, bonjour, je m'appelle Salomon, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Dagger. Et avant ça, j'étais le fondateur d'une autre startup qui s'appelle Docker. J'ai grandi et fait mes études en France, mais maintenant je vis à San Francisco. Voilà. Je sais pas combien de phrases ça fait, ça dépend si c'était des points-virgules. Exactement, c'est ce que je dis toujours, c'est toi qui coupe comme tu veux, t'as le monopole de la grammaire. Ouais. Eh ben écoute, donc très bien, donc on va parler effectivement de cette aventure Docker qui est quand même assez incroyable, de ce que tu m'as un peu raconté, et puis même de l'impact, voilà, tous les techs aujourd'hui connaissent Docker. On parlera aussi de ce que tu fais maintenant, de la suite de ton aventure. Mais avant ça, on va revenir au début de tes aventures, et ce que j'aimerais comprendre, c'est comment toi tu es tombé dans la tech au début? Assez jeune, je sais pas, j'ai été attiré par les ordinateurs assez jeune. Mon père est musicien, il avait un Mac. Ok. Et donc, dans ma jeunesse, j'étais Mac maniaque. Je me battais pour l'honneur d'Apple quand tout semblait fichu. Quand aimer Apple, c'était être un rebelle. Et bon, j'ai appris à programmer par petites touches. Voilà, je connaissais pas d'informaticien, il y avait pas de programmeur dans mon entourage direct. Et puis sur Internet, c'était compliqué à l'époque. Donc, c'était une passion en attente de se déployer. Et ensuite, j'ai rejoint une école qui s'appelle Epitech. Ok. C'était tout nouveau. Je pense, c'était en 2001. J'ai passé mon bac en 2001. Et aucune promo d'Epitech n'avait fait les 5 années complètes. Donc c'était vraiment les tout débuts. C'était pas homologué, c'était le Far West. Moi, ça m'attirait énormément parce que il y avait cet aspect qui a maintenant été plus copié, normalisé, mais d'apprendre par la pratique. Tu codes, tu fabriques des choses plutôt que de faire soit la fac, soit les 2 ans de prépa.
où tu commences par la théorie et peut-être un jour tu vas appliquer. Ça m'attirait pas du tout. En prépa, t'en fais pas beaucoup de pratiques, même école d'ingé, je trouve, en vrai, par rapport à ce que Epitech, moi, je connais le modèle 42 qui a un peu démocratisé le modèle Epitech aujourd'hui. Ouais. Et c'est beaucoup plus pratique que tout ce que j'ai fait en tout cas. Oui, c'est ça. 42, c'est une continuité de ce modèle-là. Alors, je suis pas à jour sur les différences exactes, mais c'était vraiment révolutionnaire à l'époque. Et pour moi, ça m'a marqué énormément. Je me suis dit, en sortant du lycée, je pourrais faire ce que j'aime, programmer, bidouiller. Et donc, je me suis lancé. J'avais pas de plan B, pour être honnête. J'ai dit à mes parents que j'en avais un. Que je m'étais inscrit à la fac, mais je m'étais pas inscrit à la fac. J'avais pas de plan B. Heureusement, j'ai pas pris, tu veux dire? T'étais pas pris. Ouais, c'est ça. J'avais pas de, ouais, c'est ça. Et donc après, bon, j'ai fait cette école-là et bon, effectivement, ça correspondait à l'étiquette. On a appris à se débrouiller, en partie parce que c'était bordélique. Mais en fait, ça accidentellement, Epitech à cette époque-là, en tout cas, c'est avéré une excellente école pour deux choses: apprendre à programmer dans le monde réel, bidouiller des choses, créer des choses avec du code, et aussi les bases de l'entrepreneuriat, de la débrouille au sens plus large. Et donc voilà, ça m'a mis un peu sur le chemin, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la tech, qui était ta question. Ouais, c'est ça. Et derrière, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, est-ce que c'est tout de suite Docker? Est-ce que c'est quoi ta première expérience professionnelle? En fait, c'est quoi le chemin au début là? Alors techniquement, ma première expérience professionnelle, c'était au lycée pour un cybercafé où je dépensais tout mon argent de poche en Counter-Strike et Starcraft et compagnie. Non, Starcraft c'était pas sorti encore, bref. Warcraft peut-être, non? Ouais, Warcraft, bref, tout ça. Et donc j'avais négocié le deal du siècle. Avec un copain, on administrait leur serveur Linux, leur gateway, leur truc. Au passage, on s'en servait comme laboratoire pour nos programmes en C tout pourris qui coupaient la connexion Internet pour tout le monde de temps en temps. Donc, et on s'éclatait bien. Et en échange, attention, on ne payait pas nos heures de jeu. Bah ouais. Donc nous, on avait l'impression d'être les rois du monde. Le deal du siècle. Je pense que le patron, il devait être bien content du deal aussi. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et après Epitech, en fait, ce qui est bien avec ces écoles-là, c'est que même tes stages, avant que tu aies fini tes études, sont déjà des vrais boulots. Je pense que peut-être c'est normal maintenant, mais à l'époque, c'était incroyable parce que tu pouvais te payer, même pas grand-chose, avant même de finir tes études. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent, quoi. Ça m'a permis de payer mes études, de pas être dépendant de mes parents jusqu'au bout. Et donc, au début, j'étais dans la sécurité. Et ensuite, j'ai rejoint une boîte française qui avait un bureau à Los Angeles. Donc, je me suis retrouvé en Californie à faire le support, tout ce qui est interaction client, quoi, faire la passerelle. J'ai toujours aimé faire la passerelle entre les problèmes business et puis l'engineering derrière, quoi. J'aimais bien régler des vrais problèmes. Voilà. Et en parallèle, il y avait cette passion grandissante pour ce qui maintenant s'appelle le cloud computing, mais à l'époque, ça n'avait pas vraiment de nom encore. Juste l'idée que, au lieu d'avoir un serveur, tu peux avoir plein de serveurs et ils sont interchangeables. Ce qui compte, c'est l'ensemble. Tu as une espèce de système distribué qui devient l'ordinateur en quelque sorte. Et ça, je me rappelle le moment qui ça m'a retourné le cerveau, quoi. C'était extraordinaire. Et donc voilà, je voulais faire ça, quoi. Je voulais participer à ça. Donc c'était vraiment les débuts. Les outils étaient pas finis. T'entendais parler des gens à Google, à Amazon, ou même pour eux, c'était le début. Mais bon, c'était des échelles, même à l'époque, inimaginables pour nous. Moi, j'avais mon serveur à la maison et j'en avais un deuxième, tu vois. C'était ça le truc. Ouais. Bref, et donc j'étais attiré par cette mouvance du cloud computing, quoi, qui démarrait. Okay. Et donc ça veut dire que au moment où en fait où tu commences à bosser, le cloud n'est pas encore du tout mainstream. Pas du tout. Ouais. Tu le découvres dans ce boulot à Los Angeles parce que ta boîte commence à en faire ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Non. Enfin. Non, ça a mis plusieurs années avant que le cloud soit vraiment adopté commercialement. Ok. Donc moi, je suis sorti d'Epitech en 2006. Donc j'étais à ce job-là à Los Angeles en 2006. Et à l'époque,
Bon, les containers, déjà, sur Linux, ça n'existait pas. Il y avait des patchs. Tu pouvais patcher, il y avait des trucs expérimentaux. AWS, ça existait. Mais alors, c'était les tout débuts et c'était... C'était quoi des patchs? C'est quoi que t'appelles des patchs? Ah, pardon, il fallait modifier Linux toi-même et le recompiler pour avoir cette fonctionnalité qu'on appelle maintenant les containers. Ok. C'est-à-dire pour le subdiviser en Ouais, petites tu peux tranches. définir un peu ce que c'est un container? Oui. Alors, les containers, comme ce qui est connu dans l'industrie tech comme les containers aujourd'hui, c'est un concept qui a été défini et popularisé par Docker, donc ma startup, mais qui s'était construit sur plusieurs technologies qui existaient auparavant, mais qui n'avaient pas été combinées. Et une de ces technologies, c'est il y en a deux en fait. Les termes techniques, c'est cgroups et namespace, mais bon, on s'en fiche. Okay. C'était une combinaison au final, ça permettait de découper le système Linux comme en des machines virtuelles, en petites tranches, en petits systèmes virtuels, mais beaucoup plus léger que la technologie de machines virtuelles comme faisait à l'époque VMware et d'autres concurrents de VMware. Qui au moment du cloud sont déjà bien développés eux en fait. Ou ils se développent en Alors même temps que le VMware cloud. était bien développé, oui. C'était relativement nouveau, mais ils étaient déjà gros et en ascension. Et AWS avait déjà une offre d'hébergement basée sur les machines virtuelles, et il y en avait d'autres. Donc les machines virtuelles, c'était quelque chose qui était relativement nouveau, mais c'était connu, utilisé en production, c'était clairement le standard quoi. Un standard en devenir. Mais contrairement à aujourd'hui où si tu regardes un serveur, c'est probablement une machine virtuelle derrière. À l'époque, c'était quand même loin d'être déployé partout. Mais derrière, il y avait cette technologie très 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 obscure et très niche, donc les containers, qui permettaient de découper un système dans des tranches encore plus fines en quelque sorte. Et donc là où sur une machine tu pouvais faire 3 machines virtuelles, peut-être 10 machines virtuelles si ton serveur était super puissant, avec cette technologie de container, tu pouvais découper Linux en 10, en 100, en 1000, et la seule limite c'était ce que tu allais faire tourner par-dessus. Okay. Et donc il y avait un aspect de légèreté qui ouvrait énormément de possibilités, mais les gens qui s'en servaient comme des VM un peu plus rapides. Donc c'est-à-dire que le potentiel était radicalement différent par rapport aux machines virtuelles, à la virtualisation, mais à ce moment-là, personne ne s'en servait de manière radicalement différente. On s'en servait comme une version plus rapide, mais d'un autre côté moins bien protégée. C'était une alternative. Est-ce que tu veux la virtualisation comme ça ou la virtualisation comme ça? Il y avait des avantages, des inconvénients, quoi. Ouais, c'est ça. C'était tout sur le même plan. Ouais. Et moi, en fait, l'idée qui s'est développée dans ma tête, qui était plus une idée un peu saugrenue, une bidouille, quoi, et qui au fil de temps est devenue plus tard Docker, c'était l'idée de prendre cette technologie qui permet de découper un Linux en beaucoup plus de tranches, et au lieu de s'en servir comme une version plus rapide de la même chose, de s'en servir comme de manière complètement différente, où tu te dis le container, c'est peut-être une unité de déploiement de l'application. D'accord, c'est cette idée-là, ok, qui à ce moment-là, c'est utilisé comme des machines, et toi tu dis c'est tellement léger que je peux encapsuler. Ça peut être de l'applicatif, juste pour une application. Et ça peut devenir une nouvelle couche par-dessus la virtualisation distincte, qui, contrairement à la machine virtuelle, qui est comme tu dis, c'est des machines, c'est les problèmes des gens qui gèrent les machines, c'est les admin systèmes, maintenant on les appelle les SRE, les cloud engineers, mais c'est de l'infrastructure. Les containers par-dessus, ça peut être l'interface entre l'application au-dessus et la machine en dessous. Ça peut devenir un standard d'interconnexion entre la machine et l'application. Ça a ce potentiel-là. Et donc, on s'est mis à développer des prototypes autour de cette utilisation de la tech. Et
dans cette utilisation de la tech, il manquait des bouts. Tu peux pas juste prendre cette fonctionnalité Linux et hop, c'est fini. Il faut développer le reste. Et donc, on s'est mis à développer le reste et à aller chercher des petits bouts de technologie. Donc, pour les connaisseurs, il y a une autre technologie super importante qui s'appelle le copy and write. Les file systems copy and write, donc c'est des systèmes de fichiers qui peuvent où tu peux copier le même la même donnée. Ouais, voilà, les mêmes data en énormément d'exemplaires instantanément. Ouais. Et l'astuce, c'est qu'en fait, tu les copies pas vraiment. Tu repousses le moment où tu vas copier. Tu attends que la copie ait besoin d'être modifiée. Donc le copy and write, c'est-à-dire tu as besoin de 1000 copies, je t'en donne 1000. Ouais. Et par contre, j'ai rien fait en fait. C'est un peu comme, tu sais, tu veux effacer les fichiers, tu les mets à la poubelle et tu te dis ah oui, c'est effacé, mais en fait, ils sont encore là. C'est un peu cette astuce-là, mais inversée. Et tu peux peut-être aussi batcher du coup les écritures. En fait, ça, tu peux en faire plusieurs d'un coup. Il y a toutes sortes d'optimisations que tu peux faire, mais ce qui est intéressant, c'est que donc Linux a de différentes manières, tu pouvais avoir ce genre de technologie dans Linux. Ouais. Et nous, on en avait énormément besoin parce que si tu peux créer 1000 containers comme ça sur une machine, mais que derrière, les données, elles peuvent pas suivre parce que la copie est hyper lente, et ben en fait, t'as pas l'expérience qu'on voulait qui est, tiens, tu veux 3 copies de ton application, boum, tu as 3 containers instantanément. Donc, il fallait combiner différentes technologies disparates en une expérience complète, quoi. Et il y en a d'autres comme ça, par exemple la configuration, un serveur, un système quand tu le démarres, même s'il est dans une machine virtuelle, il y a des phases d'initialisation. C'est comme booter une machine. C'est une machine virtuelle, mais ça reste une machine. Donc, il faut la booter. Elle regarde ses fichiers de configuration, elle les modifie. Mais si c'est une unité applicative, tu veux pas de boot. Tu veux changer des bouts de l'extérieur. Mais donc, il te faut un système qui sait quelle partie du container doit être le même à travers toutes les copies et quelle partie doit être modifiée. Mais alors, voilà, il faut un nouveau système de gestion. Donc, tu vois, là, je pars un peu dans les détails, mais c'est pour ça, c'était l'aventure d'engineering et de design qui a commencé pour moi en 2007, quoi. Ok. Et autour de bidouilles sur cette technologie-là de container et l'appliquer pour le déploiement d'applications. Et elle continue encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, au fil du temps, j'ai trouvé d'autres ingénieurs qui étaient passionnés aussi de ça. On a bidouillé ensemble. Ensuite, c'est devenu une start-up. Ensuite, ça a pivoté vers une autre start-up, etc., etc. Bah, raconte-moi tout ça. Voilà. Donc là, tu rentres en France. Mais c'est le fil conducteur de tout, en fait, depuis 2007. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que du coup, ce truc-là, donc tu t'es dans la start-up, dans la boîte, t'es à Los Angeles, la boîte française. Et donc, c'est à ce moment-là, tu as cette idée-là parce que tu découvres d'une manière ou d'une autre. Et là, tu te dis, tu rentres en France pour créer ça, en fait, avec cette idée en tête en disant, je vais lancer une start-up là-dessus. Oui, c'est ça. Et alors là, il a fallu un choc pour moi parce que, en fait, j'avais aucune notion de ce que c'était une start-up. En fait, je savais que ça existait, mais c'était comme une autre planète pour moi. 2006-2007. Déjà, moi, j'étais jeune, j'avais pas d'expérience. Je connaissais personne qui avait bossé dans une start-up. Ça aidait pas qu'en France, il y avait grosso modo pas de start-up. Il y en avait, mais c'était pas comme aujourd'hui, quoi. En plus, c'était pas le meilleur moment. En plus, les startups qui existaient n'étaient pas dans la deep tech, dans le tech system comme ça. Oui, d'accord. Ouais, c'est pas le donc, donc moi, j'avais pas grandi dans ça du tout. Mais j'étais vraiment passionné de ça d'un point de vue technique. Je voulais bidouiller là-dessus, mais je bidouillais sur quelque chose qui était une passion. Je me disais, bon, je ne sais pas si je peux même avoir un boulot pour faire ça. C'était plutôt ça ma question. Est-ce que ça va m'aider à avoir un boulot, ou est-ce que je devrais plutôt faire mes certifications Windows et Cisco et Oracle comme les copains, quoi. Donc, parce qu'à l'époque, pré-cloud computing, c'était pas pour un jeune ingénieur en France, c'était pas évident que bidouiller Linux, c'était une carrière très prometteuse, quoi. Ouais. Mais en France, tu as quoi? En fait, t'aurais OVH, t'aurais des boîtes comme ça qui auraient pu être intéressées par, non? Peut-être. À l'époque, non. Enfin, à l'époque, je pense qu'à l'époque, c'est pas particulier à OVH, mais moi, je me rappelle mais il n'y avait pas encore, je me rappelle plus des noms. Mais à l'époque, l'hébergement, à peu près partout, c'était
j'invente un chiffre, mais c'était à 90% des serveurs que tu racks. Et la révolution, c'était les machines virtuelles. Et tout le monde soit avait sorti son offre de machines virtuelles, soit parlait de la sortir bientôt. On était quand même dans les débuts. Et ceux qui utilisaient les machines virtuelles, souvent, c'était pour faire des VPS, des serveurs personnels, un par un. Tu les déploies, tu payes une somme fixe. On était loin des clusters, des machines, des instances dynamiques et tout le bazar. En fait, t'es hyper en avance à ce moment-là. Ah ouais, nous en fait, c'est comme si à l'époque on le savait pas, mais on avait un problème de timing, quoi. C'est-à-dire on construisait la brique suivante, alors que la brique d'avant, elle existait à peine. En fait. Ouais. Les seuls à l'époque vraiment qui avaient une compréhension du potentiel à grande échelle des containers, c'était les gros comme Google. En interne, ils avaient ce truc-là en interne, mais très adapté à leur système et pas du tout réutilisable. Il n'y avait pas la dimension, ça peut être un standard. Il y avait la dimension, tu peux faire tourner des clusters de machines monstrueux là-dessus, ça scale. Mais par contre, c'était pour faire tourner Google. Que t'envoies toi pour les développeurs, pour les applications. C'est ça. Il n'y avait pas ce côté, on va standardiser. Okay. Et surtout, moi, je connaissais personne chez Google, donc. À ce moment-là, tu sais même pas comment Google travaille dessus, en fait. Pas du tout. Ah non, absolument pas. Non, c'est juste que c'était. En fait, dans le monde open source, tu pouvais modifier le kernel Linux pour avoir cette fonctionnalité. Il y a un autre système d'exploitation qui s'appelle Solaris par Sun, qui était déjà en perte de vitesse, mais qui était à son époque révolutionnaire et qui avait inventé beaucoup de choses. Eux avaient cette fonctionnalité-là. Elle a été copiée dans Linux. Et donc, oui, nous, on bidouillait Linux pour avoir ces fonctionnalités. Tu avais un projet qui s'appelle OpenVZ. Tu avais une équipe de Russes complètement tarés qui était hyper fort. Et tu modifiais, t'appliquais leur patch. Donc, et tu avais un Linux qui avait des containers. Okay. Voilà. Et donc là, t'es rentré en France parce que le truc aussi, c'est que du coup, même en termes de compétences, à ce moment-là, toi, tu dis, moi, je suis pas chez Google. En fait, je découvre le truc, mais je pars un peu de zéro, quoi. Enfin, tu vois, j'ai mes connaissances, mes recherches, mais c'est pareil autour de toi. T'as qui, en fait, parce que il y a pas forcément aussi les compétences autour de toi. Alors, c'est ça qui s'est passé. Moi, il y avait pas de plan de faire une startup parce que ça n'avait pas de. Mais il y avait un plan de peut-être trouver un moyen d'avoir un boulot qui permet de faire ça. Et donc, par exemple, j'ai essayé de rejoindre Google en tant que, tu vois, j'ai envoyé mon CV, quoi, sans recommandation ni rien, mais j'ai pas été pris. Okay. Je me suis dit, je peux peut-être faire un PhD, faire un truc de recherche, peut-être un labo, mais le problème quand tu fais une école comme Epitech, t'es pas super crédible sur la théorie, on va dire. Ah ouais. Donc, oui, j'avais pas les credentials, quoi. Enfin, il y a peut-être une version où ça aurait marché. Et au final, ce qui s'est passé, c'est deux choses. J'ai rencontré par coïncidence complète, par mon club d'arts martiaux, un Français qui s'appelle Marc Verstein, qui en fait était parti aux États-Unis faire sa start-up dans un domaine qui n'a rien à voir, mais juste il avait fait une start-up. Il en avait fait sa carrière, il l'avait vendue, il en avait fait une autre. Tu vois, il était dans le Silicon Valley à fond, quoi. Ouais. Et donc, je l'ai rencontré et juste, il me racontait, il existait et il me parlait de ses journées, de comment ça se passe. Et en fait, c'était comme une révélation pour moi. Ah, tu peux faire ça, en fait, c'est incroyable. Ouais, okay. Et l'autre chose qui s'est passée, c'est que j'ai quand même fait des recherches pendant que j'étais à Los Angeles sur est-ce qu'il y a des boîtes qui font grosso modo ce que je fais? Est-ce qu'il y a la demande pour ça? Et j'ai trouvé une boîte qui s'appelait à l'époque Loud Cloud, qui était l'ancienne startup de Ben Horowitz et Mark Andreessen. Maintenant, Mark Andreessen, on les connaît comme des investisseurs, mais et Mark, avant ça, c'était le créateur de Netscape, mais entre Netscape et Andreessen Horowitz, ils ont fait cette startup qui s'appelait Upsware. Et ils faisaient des trucs très similaires. Gérer des clusters, enfin, les ambitions que j'avais de finalement faire un nouveau standard pour déployer des applications sur plein de machines. Ils avaient un truc comme ça, mais commercial. Et du coup, je me suis dit, mais je pourrais faire ça en open source. Et je me rappelle même que je les avais, moi, donc jeune employé junior dans une boîte à Los Angeles, je les avais appelés et j'avais prétendu évaluer leurs produits pour peut-être l'acheter. J'avais aucun pouvoir de décision sur rien du tout, et à ma grande surprise, non seulement ils m'ont répondu, mais ils sont venus en personne. Ils ont envoyé une équipe de sales de 2 personnes au bureau.
Je me sentais super mal. Je me disais, je leur fais perdre leur temps, mais je leur ai quand même posé plein de questions. Et je me suis dit, ah waouh, ça existe. Il y a quelqu'un qui vend ça, quoi. Ok. Et peu de temps après, ils ont vendu à HP pour 1,7 milliard. Wow. Ok. Et là, voilà, waouh. Je me suis dit, ah mais c'est pas juste une boîte, c'est genre the real deal, quoi. Genre il y a des trucs qui se passent comme dans les films avec des grosses sommes d'argent et tout. Ouais. Peut-être que ça pourrait être pour de vrai, quoi. Et donc, Mais là, tu te dis pas justement, c'est déjà trop tard. Tu te dis pas, eux, ils sont en train de prendre le marché, ou il y a déjà un truc que tu te dis, je vois encore un truc qu'ils voient pas, ou non, si. En fait, en vrai, je pense que c'est juste que quand t'es jeune, moi, j'étais jeune, je savais pas ce que je savais pas, tu vois. Il y avait personne pour me dire, ah, c'est une connerie. Ok. Et puis j'avais rien à perdre parce que tu vois, j'étais pas super bien payé, j'avais pas d'enfants dont j'étais responsable, j'étais jeune et sans attache et j'avais envie de bidouiller ce truc, donc Ouais, je sentais comme une demande. Peut-être j'étais un petit peu trop optimiste et j'avais pas trop de plans au-delà de bon bah on se lance, et du coup je suis parti de cette boîte, je suis retourné en France pour vivre chez ma mère, pour bosser sur une start-up autour de cette tech. Voilà, j'en savais Ouais. pas plus. Ouais. Et avec un plan de revenir aux États-Unis, j'espérais bientôt. Mais bon, en fait, je pouvais pas faire les deux. Je pouvais pas me lancer dans l'inconnu, faire une boîte et rester aux États-Unis parce que je connaissais personne. Hmm. J'avais pas de thunes, donc je pouvais, tu vois, j'avais besoin juste d'un logement pour bidouiller, tu vois, une home base, quoi. Donc voilà, Ouais. c'était ça le plan. Ok. Et donc 2008, je me suis lancé, voilà. Et tu fais quoi, du coup, au tout début, en fait? Parce que le truc, il est quand même ultra ambitieux, a priori, quand même, tu vois? Donc, je sais pas par quel bout tu le prends, le problème. Ben, en fait, c'est simple. Au début, on bidouillait. On avait le bon instinct. Maintenant, je sais par expérience que c'est ça qu'il faut faire, mais on a eu de la chance, on l'a fait. En fait, faut juste grimper la montagne un pas à la fois, quoi. Tu bidouilles, tu suis ton instinct et faut avoir une boucle d'itération la plus rapide possible. Et au début, personne te prend au sérieux, mais de toute façon, t'as jamais été pris au sérieux, donc c'est normal. C'est plus difficile quand t'es plus âgé et que t'as une carrière où tu Ouais. dois à nouveau te mettre En échec, en, entre guillemets. Enfin, ouais, exactement. C'est beaucoup plus dur. C'est l'expérience que j'ai eue pour ma deuxième startup. Mais c'est ça qu'il faut faire quand même. Si tu le fais pas, t'es mort de toute façon. Donc là, c'était naturel pour nous de le faire. On était des clowns, quoi. Et donc on bidouillait, ce que je racontais tout à l'heure là, on patchait le kernel, le copy on write, on faisait 3000 prototypes, on les montrait à des gens qui disaient vous êtes des clowns en gros. Mais de temps en temps, il y en avait un qui disait ça m'intéresse, tu vois, mais on n'avait pas de produit, on il n'y n'avait avait pas d'usage, pas. en fait, à ce moment-là encore. Il y avait pas de... C'est ça qui est Alors fou. notre plan génial qui n'a pas marché, c'était de créer notre propre usage en vendant en faisant du consulting, en faisant de la presta en fait, D'accord. dans une petite SS2I en même temps. L'idée c'est on va gagner notre vie en aidant à déployer des systèmes, intégrer des systèmes. Parce que tu es On expert, prenait en tout, fait, hein. de ces... Ouais, Ouais, enfin, on n'était pas vraiment experts, mais on disait qu'on était experts, faut bien démarrer quelque part. Et ensuite, on va faire des outils pour nous-mêmes, et ensuite, ces outils, on va les open sourcer, et t'as une espèce de feedback loop comme ça. Franchement, c'est pas une mauvaise idée, mais en pratique, c'est surtout que ça nous payait les factures, et à côté, on faisait les outils, mais la boucle n'a pas trop marché parce qu'on était en avance. ouais. Ils avaient besoin les clients pour de vrai, ils avaient besoin de choses beaucoup plus basiques. Hmm. Mais c'est comme si Voilà. tu faisais un peu de R&D, en fait. Tu t'as un taf, et à côté, tu fais de la R&D. Exactement. Non, c'est ça. On finançait la R&D avec la Presta, et en essayant de sortir de cette boucle, parce que le problème de ça, ce qui est un problème très commun, la Presta, elle bouffe tout. Bah oui, t'as plus le temps de faire ta R&D, quoi. Ouais. Ouais. Et parce que une fois que tu as des clients, de toute façon, ils veulent le maximum de ton temps, et donc ton équipe, tes associés, tu te bats pour sortir du cycle infernal où en fait t'as pas le temps pour faire un produit et pour te lancer, quoi. Ouais, et puis en plus, toi, c'était ton obsession, c'était ta passion, la Ouais, partie c'est ça. R&D. Donc là, il y a eu une période de galère, hein, en fait, hein, où on gérait ça.
Moi, j'avais un associé à l'époque qui était très demandé en presta parce qu'il était super fort. Ouais. Et donc, on vivait ce dilemme. J'essayais de trouver des investisseurs, trouver des clients pour cette grande vision. Mais on était en France en 2008-2009. Alors, je peux dire que c'était le désert, quoi. J'ai fait un incubateur d'école de commerce, mais on était les seuls tech. C'était des petites entreprises, quoi. Et je me rappelle qu'on était les seuls, parce qu'il y avait une espèce de te prépare, ils te coach, et à la fin, tu présentes à des business angels, mais à l'ancienne en France, tu sais. Mhm. On était les seuls à pas avoir réussi à avoir un chèque, zéro, Ah ouais. rien du tout. Et voilà. Et donc là, bonne grosse galère. Et ce qui nous a sauvés, c'est qu'en 2010, on a été pris à Y Combinator. Ok. Voilà. Donc là, Y Combinator, tu postules, tu tentes de postuler là-bas, tu sais qu'il y a ce truc-là et tu Oui, dis, c'est ça, plusieurs vais fois. aller voir. Ok. Tu postules plusieurs fois et t'es Ah pris ouais. au bout de la combienième fois? Je pense qu'on est à la 3e fois. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que même pour eux, t'es en avance ou parce que qu'est-ce que c'est que ces Français qui sont en train de faire un truc dans leur garage? C'est quoi le... Non, le truc dans le garage, justement, ça les dérangeait pas. Au contraire, c'est ça qui a fait le succès de Y Combinator, c'est que là où tout le monde cherchait l'apparence de légitimité, les mauvais signaux, en fait, on te demandait tout le monde me demandait le business plan de 60 pages. Ok. D'accord, le business plan. Ok. Je passais tout mon temps à écrire des business plans et t'inventes parce que t'en sais rien, en fait. Bien sûr. Et en fait, Y Combinator, c'était un formulaire avec genre 5 questions, toutes bêtes, avec des mots très simples, mais fondamentales, tu vois. Alors je me rappelle, mais qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ton produit va faire en peu de mots, tu vois. Tu es obligé d'être concis. Qu'est-ce que vous avez vu dans le marché que d'autres n'ont pas vu? Mhm. Tu vois, des questions comme ça. Mhm. Et donc, ils avaient ce focus sur des fondateurs techniques qui connaissent leur domaine, qui shippent vite, qui ont les bons fondamentaux. Et limite, l'idée que tu as à ce moment-là, ils s'en fichent. Ils se disent c'est sûrement la mauvaise idée. Mais si c'est les bons fondateurs, ils vont se débrouiller. Ouais, ok. Et donc, ils comprenaient absolument rien à ce qu'on faisait non plus. Hein. C'était pas particulièrement des ingénieurs système bas niveau. Ils avaient fait du web. Mais on va dire sur un malentendu, à la 3e fois, on est rentré, quoi. Non, mais donc tu dis quand même, ils vous prennent aussi pour les personnes que vous êtes et ce qu'ils voient en vous comme je suis passionné, je sens que les gens font des choses et en faisant des choses, ils vont finir par trouver le truc qu'il faut faire. Oui, ça c'était le modèle Y Combinator, c'était de miser sur les fondateurs plutôt que sur la start-up à l'instant T. Exactement. Ouais. Parce que tu regardes les fondateurs, si tu comprends les fondamentaux des fondateurs, tu vois quelque chose de plus important que la start-up à l'instant T, c'est la trajectoire de la future version de cette start-up. Ok. Leur capacité à justement prouver le bon chemin, quoi. C'est ça. Et bon, ils ont prouvé que ça marche, quoi. Ouais, ça marche, oui, c'est clair. Mais pas que avec Docker d'ailleurs, hein, de manière générale. Ouais, oui, c'est ça. Et donc là, vous repartez aux US? Ouais. Donc 2010. Ça pour le coup, c'était le plan comme tu l'avais prévu quand même. À un moment, il fallait repartir aux US. Oui, c'est ça. À un moment, il fallait repartir. Et donc là, on est parti et pour de bon. Hein, moi, j'y suis depuis 2010. Ouais. Et donc, on a fait ce programme Y Combinator c'était un autre, de la même manière que à Los Angeles, cette rencontre avec un vrai fondateur et cette interaction avec la nouvelle de Upsware qui vend là. Il y a eu ce moment clé. Ouais. Là, Y Combinator, c'en était un autre parce que en fait, ils nous ont inculqué les bases de faire un produit. Parce qu'on savait pas faire un produit, on savait faire de la tech. Mm-hmm. Mais Y Combinator, à l'époque, c'était l'équipe de départ, hein, c'était pas très grand, mais donc on allait voir Paul Graham et il nous disait, on disait, ah oui, la technologie, il disait, ça va faire quoi en fait? Ça va régler quel problème? Alors ça peut tout régler parce que ça va être un standard de fou, tout le monde va faire en vrai, on avait raison en plus, mais il disait non mais ok peut-être, mais déjà j'ai rien compris. Et là concrètement, si vous réglez pas un problème pour un groupe de personnes, même tout petit, vous allez jamais arriver à la suite, quoi. Donc make something people want, c'est ça, ça reste leur slogan, en gros, c'est ça. Et donc ça nous a forcé à adopter les bases d'une start-up, c'est-à-dire réfléchir à un problème que les gens ont vraiment et fournir une solution et trouver un moyen d'expliquer, enfin voilà, la base, quoi. Ouais. Non mais il te cadre vachement sur la partie entrepreneuriat en fait, où toi t'avais pas d'encadrement, t'avais pas d'expérience, t'avais personne. Mais la partie de l'entrepreneuriat qui est vraiment importante pour une start-up tech. Ok. Et non pas les 90% de l'apparat de la start-up tech,
pas jouer à la startup, mais être une startup, c'est-à-dire parler aux des utilisateurs, régler un problème pour eux, shipper, et voilà, c'est tout. Ok. Le reste, tu t'en fiches. Et à quoi vous vous attaquez alors pour commencer? Donc, on s'est attaqué au déploiement et à l'hébergement d'applications. D'accord. Ok. Spécifiquement, au lieu de dire on a une technologie et tu peux t'en servir pour faire des plateformes de fou, etc. On a commencé à dire si tu es une startup qui fait une app web, on peut te la déployer et ça va être super. Voilà. Parce que on va s'occuper de tout, ça va être super automatisé, parce qu'on a une technologie top secrète super trop cool qui s'appelle les containers, mais on disait même pas container. Ouais. Et à l'époque, c'était le début du platform as a service. Tu avais Heroku, qui est maintenant en fin de vie malheureusement, mais qui était en ascendance. Mais il y en avait plein des comme ça. Il y avait Heroku. Juste une petite parenthèse, tu sais pourquoi ils sont en fin de vie? J'ai été hyper surpris là qu'ils soient en fin de vie. Heroku. Oh là là, non, ben oui. Ouais. Parce qu'ils ont vendu à Salesforce il y a très longtemps, en 2011 ou 2012, je sais plus. Et ils se sont fait lentement absorber et Salesforce n'a pas prioritisé Salesforce a fait un choix stratégique de vivre sur les acquis, de monétiser, mais ils n'ont pas fait de Heroku le noyau d'une nouvelle plateforme réinventée. Ouais. Donc, à un moment, soit c'est Heroku qui transforme Salesforce, soit c'est Salesforce qui transforme Heroku parce qu'ils sont trop différents. Donc, ça a mis très longtemps, mais les fondateurs sont partis, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont partis. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps que on voyait venir, quoi. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Okay. Hein. Parenthèse, ouais, c'est comme ça. Non, mais c'est un monument aussi, Heroku Ouais. Alors, Heroku a joué un rôle important pour nous parce que j'ai rencontré les fondateurs de Heroku, en particulier le CEO James Lindenbaum. Je l'ai rencontré. C'est un des locaux, on va dire, que j'ai rencontré au moment de mon interview Y Combinator. Avant l'interview, j'ai essayé de rencontrer les gens tant qu'on était là, parce qu'on avait littéralement pris l'avion, on connaissait personne. Et donc, on a essayé de, tu vois, par les contacts et contacts de contacts, de parler à des gens, quoi. Donc, on a rencontré le founder de Heroku. Il a compris direct ce qu'on faisait parce que eux, ils avaient exactement ce problème. Et en fait, il leur manquait les containers. Ils les avaient pas. Donc, à l'époque, Heroku, ça ne marchait que sur Ruby. Tu pouvais déployer que des applications Ruby. Ok. Et parce que quoi, c'était des VM du coup, c'était des. Alors, c'était une période de transition. Donc oui, c'était des VM en dessous. Ils étaient tous sur Amazon, sur EC2, qui était très nouveau, et donc ça plantait tout le temps. Et donc c'est à l'époque où quand Amazon plantait, tu avais la moitié des startups qui étaient toutes down. Ouais. Mais ils étaient super forts pour l'expérience développeur. Tout était simple, streamline. Ils ont innové de manière fantastique là-dessus. Mais ils avaient ce problème énorme qu'ils pouvaient faire tourner que des applications Ruby et encore que le front-end de l'application, enfin que le serveur applicatif lui-même, pas la base de données, etc. Donc, ils avaient ce problème de customisation en fait de la plateforme. Et les containers réglaient ça parfaitement. Parce que tu as maintenant ce standard avec les containers. Tu peux modifier ton container à toi, tu le bidouilles comme tu veux, et après tu le rebranches et ça marche parce que c'est standard. Ils n'avaient pas ça. Et donc, moi, naïf, j'ai dit, on va faire ça va être super. Je pense, qu'est-ce que tu en penses? Et il a dit, ouais, c'est clair, c'est trop bien. Et en fait, dans sa tête, il se disait, putain, il me faut ce truc. Ouais. Et du coup, cette fameuse interview Y Combinator, on a été pris. En fait, au départ, on n'a pas été pris. Paul Graham a dit non. On a eu l'email parce qu'ils n'ont pas bien compris notre explication. Et c'est vrai que c'était fouillis, c'était pas clair le truc. Mais James en a eu vent, pardon. Et donc, il les a appelés, il a dit, vous êtes bêtes, il faut les prendre. Ah, et ok, donc non, il voulait, ok. Ouais. Non, mais et donc, on a été pris. Et d'ailleurs, j'avais passé une nuit blanche à stresser du fait qu'on n'a été pas pris. Ouais. Et à la fin de ma nuit blanche, à 10h du matin, Paul Graham m'a appelé en disant finalement oui. Ah oui. Donc t'as eu mauvaise nouvelle et 24 heures. Ah ouais, c'est ça. Super mauvaise nouvelle. Et j'étais encore dans le déni en fait. Je me disais ils vont te changer d'avis, ils vont comprendre, c'est la connerie de leur vie. Et en fait, j'ai pas eu le temps de sortir de la phase de déni et ils m'ont appelé. Du coup, j'étais là. Je le savais, ils ont changé d'avis. Truc qui n'arrive jamais, ceci dit. Non, ça arrive jamais. Non. Déni, quand ça oui, arrive, maintenant en plus.
Voilà, on a eu un bol énorme, et plus tard, donc Heroku ont essayé de nous racheter. Ok. Assez très jeune, genre 6 mois plus tard, on sortait à peine de Y Combinator, ils voulaient nous acquire, et on a failli le faire, on a beaucoup hésité parce qu'on était vraiment encore tout seul, il y a tout resté à faire, et puis voilà. Et Et donc t'aurais bossé finalement, sur ce sujet-là à l'intérieur d'Heroku qui était peut-être plus mature et où t'étais un peu plus serein. ouais, c'est ça, on n'aura pas été que- tout seul, machin. Et donc on a dit non. Ok. Et peu de temps après, ils ont vendu à Salesforce. Et je me rappelle, j'avais fait les calculs. Ils avaient proposé tel tant de pourcentage, on aurait eu ça, etc., etc. Mais oui, c'était en fait, cette acquisition de Heroku par Salesforce, c'était pas à l'échelle la tech maintenant, c'était pas l'acquisition du siècle, mais quand même, c'était, on va dire 150 millions peut-être. Ouais, Donc, ok, déjà, moi, tu vois le chiffre million, je suis là, ok, t'as pas besoin de donner le chiffre, il y a 1 million dedans, c'est bon. C'est déjà beaucoup trop, ouais. Mais donc tu te dis, oh, ouais, mais ça a validé le modèle, ok, parce que nous, notre pitch derrière, c'était, on va lancer un concurrent de Heroku. Mais un concurrent de Heroku basé sur les containers, qui au lieu d'avoir un seul langage, on va en faire 10, on va faire tous les langages, on va faire des bases de données, et donc c'était ça notre focus. Donc on a lancé un concurrent de Heroku qui s'appelait .cloud. Ok. Et voilà, on les a concurrencés là-dessus. Ok, mais donc là, tu es là, Ouais. t'es sur un truc où tu as ta techno, donc tu l'opères toi-même en fait. Donc Ouais. là, t'es là parce que Docker aujourd'hui c'est open source. Donc là, c'est pas open source à ce moment-là. Non, en fait, on a pivoté. En fait, on a pivoté et repivoté dans l'autre sens plus tard. Ouais. Mais on a commencé avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à Docker maintenant. Enfin, c'était pas du tout le même code, mais c'était une tech un outil open source, une collection d'outils open source pour utiliser la technologie des containers d'une manière nouvelle. Mais grosso modo, tout le monde s'en foutait. On faisait du consulting, on s'en sortait pas. Coup de bol, on est rentré à Y Combinator, qui nous ont mis sur la voie de l'appliquer nous-mêmes avec un produit. Et donc, on a sorti .cloud, qui était un concurrent d'Heroku. Donnez-nous nos applications, on va la déployer pour vous. Et derrière, nous, on utilisait la techno. Donc ça a bien marché. Sauf que c'était très difficile, en fait, ce marché-là. Très concurrentiel, en fait. Très concurrentiel. Et en fait, personne n'a vraiment réussi. Finalement, la sortie d'Heroku, ça a été la plus grosse réussite dans le domaine. Il y avait 3 milliards de clones de Heroku, Heroku pour Python, Heroku pour PHP, Heroku pour ci, Heroku pour ça. Et nous, en fait, le problème, c'est que les développeurs, ils viennent t'utiliser pour la simplicité d'utilisation, pour les outils, mais ton business, c'est l'hébergement. Aujourd'hui, l'équivalent, t'as Vercel qui fait ça. Vercel, c'est la version qui marche. Mais l'écosystème, je pense, était pas prêt pour ça. Parce qu'à l'époque, AWS était en pleine ascension. Et grosso modo, d'un point de vue business, on faisait de la revente de AWS. Et donc, sauf que toi, ce que tu achètes, c'est l'expérience utilisateur l'expérience développeur en fait, qui est bien meilleure que celle de AWS. Ouais, c'est ça. Et la flexibilité, tout ça. Donc au début, à petite échelle, tu payes un premium pour cette facilité, cette vélocité. Mais c'est un problème de funnel, parce que la majorité des petits clients, ils disparaissent parce que la startup, elle marche pas, ou en fait c'était un projet sur le côté, ils passent à autre chose. Mais les projets qui marchent, qui deviennent des clients intéressants, qui grossissent, à un moment ils grossissent tellement qu'ils disent c'est un peu cher quand même. Et à un moment, ils arrivent au point fatidique, en tout cas c'était vrai à l'époque, où ils embauchent un DevOps, et le DevOps il dit on va refaire nous-mêmes sur Amazon, et boum, ils s'en vont. Et donc en fait, on dépensait de l'argent des VC pour faire du marketing pour AWS, en gros. Ouais, bien sûr. Et pas que nous, toutes ces startups-là. Mais ce qui est intéressant, parce que du coup, tu vois, en France, on a Scalingo, je crois, qui est un équivalent d'Heroku, donc il est hébergé chez OVH, etc. Mais tu vois, effectivement, Heroku, c'est peut-être aussi une des raisons aujourd'hui où c'est en train de un peu de sunset aussi. Tu vois, c'est aussi de se dire que moi, je suis encore chez Heroku dans ma boîte, et en fait, on a eu beaucoup de démarchages de Salesforce en fait, qui essayaient de nous vendre un truc custom, dédié, où ils te lockent un peu plus à l'intérieur. Tu vois, moi, j'étais là, non, vu ce qu'on paye, en fait, ça m'intéresse pas. Tu vois, mais tu sentais qu'il y avait cet effort d'essayer de trouver un moyen de te loquer pour que tu partes pas un moment, donc avoir des trucs dédiés, etc. Donc ma question, c'est un peu, est-ce que aujourd'hui, tu vois, il y a quand même des modèles qui marchent, parce que tu me dis Vercel, ça marche. Pourquoi Vercel, ils ont trouvé un...
Déjà, l'histoire n'est pas finie avec Vercel, on ne sait pas où ça va finir, mais clairement, ils ont atteint des sommets que aucune des startups de la cohorte .cloud passe, la première version du pass n'a atteint. En fait, je pense que c'est un jeu de plateforme. Le but du jeu, c'est de faire la plateforme où tout le monde construit ses applications. Ouais. Mais ta plateforme, elle peut seulement être aussi grosse que. Enfin, t'as des limites à la scale de ta plateforme. Et t'es très limité par l'écosystème autour de toi. Donc, je pense qu'à l'époque, il y avait trop à construire soi-même. Okay. Tu vois, c'est bête, mais l'absence de quelque chose comme Docker, et pas que Docker, mais tout l'écosystème de containers qui s'est créé autour, Kubernetes, le standard aussi, les 3 milliards d'outils, de startups tous interconnectés, que maintenant, si tu es dans ce domaine-là de la tech, c'est normal, il y a des containers, quoi. Ouais. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, si tu voulais donner à tes clients une fonctionnalité, je sais pas, n'importe quoi, de l'observabilité, un meilleur système de stockage, un load balancing qui marche, il fallait tout refaire soi-même. Nous, pour .cloud, on a refait un load balancer en interne qui marche avec les containers parce que c'était trop dynamique les systèmes qui existaient, et Heroku a dû faire pareil. Et ainsi de suite. Le monitoring, pareil. Tous les systèmes de monitoring qui existaient, c'était pour monitorer des serveurs qui se déployaient et partaient de temps en temps, mais à un rythme quand même assez lent, même avec les VM. Et là, tout d'un coup, le rythme, c'était 10 fois par jour, quoi. Ouais. Ah non, pas 10 fois par jour. C'était à chaque fois qu'un utilisateur déploie une update de son application. C'est un changement. Donc, c'est des milliers de fois par heure. 10 fois par jour par application, je veux dire. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. 10 fois par jour par application. Ouais. Et du coup, ça casse tout, en fait. Ouais. Et donc, tout le monde a réinventé la roue. Et nous, on s'est confronté à ce problème de customisation. Et c'est là qu'en fait, on s'est retrouvé entraîné à nouveau dans ce fil conducteur du début, d'utiliser la technologie de container en disant, bon, ben là, ok, c'est cool, on a écouté le conseil de Y Combinator. Ouais. On a un business, on a des clients, on lance. Mais là, c'est galère parce que tout le monde galère. Parce que dès que tu as besoin de customiser, ça coûte un peu. Tu t'en vas. Et tu repars de zéro. Tu construis sur les building blocks de base. Et donc, on cherchait, quoi. Donc, on a essayé de se positionner comme d'utiliser notre avantage des containers dans cette offre commerciale en disant on est les plus customisables, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais au final, ce qui a débloqué le truc, c'est quand on a sorti Docker, qui était un spin-off de notre engine, en fait. C'était la même tech du départ, mais enrichi par les 2-3 ans d'utilisation en prod. Et on était les seuls à utiliser les containers de cette manière-là en production. D'accord. Okay. Et donc on a fait un petit bet sur le côté en disant tiens, de toute façon, il faut qu'on refasse l'engine pour nous. Mais au lieu de le faire en interne, on n'a qu'à en faire un projet open source au cas où ça intéresse les gens. Et en gros, on s'est rendu compte que ça y est, le timing était bon. Ça y est, ce problème de customisation des plateformes, le besoin d'un standard à cette couche-là, ça y est, les gens en avaient besoin. Alors, c'était comme les VM avant, quoi. Oui, c'est le début. C'est-à-dire que le gros de l'industrie tech était encore en train d'absorber les VM, parce qu'il y a un long tail, ça met des années. T'as encore des boîtes aujourd'hui qui sont en train de switcher au VM, mais on va dire les gens qui sont en avance. Voilà, c'est ça. Ouais, les pionniers, leaders, en fait, le groupe des leaders tech, ils avaient tous convergé sur quelque chose comme ça et beaucoup avaient bidouillé leur version en interne de Docker un peu vite fait, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on allait montrer les prototypes, ils ont dit mais j'ai déjà fait ça. Mais vous le faites genre tous ensemble. Je vais rejoindre. Donc un peu de social engineering au début, et ensuite c'était effet boule de neige, quoi. Mais ce qui est quand même fou, c'est que t'as quand même, c'est ton avantage concurrentiel là que t'as en tant que .cloud que finalement tu donnes à tous tes concurrents un petit peu. Oui, ouais. Oui, mais avantage concurrentiel, dans quel but ? Parce que notre business, en fait, il marchait pas, quoi. Okay. C'est-à-dire, on galérait. Le contexte, c'était 3 ans de galère pour essayer de scaler un concurrent de Heroku, et on n'y arrivait pas.
Voilà. Et on avait réussi à lever de l'argent. On était une vraie start-up. On avait des VC, j'avais un board, je faisais mes updates. On va faire telle campagne marketing, telle feature, machin. Et j'ai encore les board updates. Et en fait, le truc, c'est que ça grossissait, mais c'était plat. C'était galère. Les marges, et en face, tu avais Salesforce qui faisait des conférences, ah oui, le cauchemar, c'était les versions gratuites. Tout le monde donnait de l'hébergement gratos aux devs, parce que les devs veulent du gratuit. Mais l'hébergement, ça coûte super cher. Et donc, mon Ils ont CFO... arrêté d'ailleurs sur Heroku. Il y a Ah 2 bah, ans. mais ça m'étonne pas. Non, mais c'était horrible. Parce que, en gros, même à notre échelle, on n'était pas énorme. Mais on balançait $50,000 par mois à Amazon, direct. Ouais. Juste pour héberger gratuitement les devs sur le free tier, tu vois. Je vois bien, ouais. Et à ce prix-là, on pouvait même pas avoir un coup de fil pour le support. Ouais, Donc, en fait, en fait, à cette époque-là, AWS bouffait tout le monde et tout le monde était convaincu que ça ne s'arrêterait que quand AWS faisait tout le cloud. Bien à sûr. cette époque-là, il y avait cette impression que rien va les arrêter, quoi. Ok. Voilà. Donc, on arrive au pivot en 2013 à Docker. Ouais. Voilà. Donc là, et le changement est radical, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez tout de suite que c'est la bonne direction. Moi, je l'ai senti tout de suite, mais à un niveau qualitatif. Parce que après 3 ans, en fait, tu sens quand c'est toi qui pousses versus quand c'est les autres qui tirent. Ok. Et il y a des moments où voilà, c'est le grind. Tu dois aller, tu pousses, tu scales, tu fais tes campagnes, tu fais ta newsletter, tu fais tes customer interviews. Voilà, c'est des périodes de plateau de startup, c'est normal. Mais tu le sens, tu pousses, tu es en train de pousser. Et en fait, tout d'un coup, moi, ça a commencé avec les démos du prototype. On faisait la démo. Ah, mais je peux faire tourner ça moi-même sur mon serveur, localement, machin. Fais voir. Au début, c'était même du fake. Si tu vas dans le code de Docker, tu vas au tout début dans le repo Git sur GitHub. Okay. Il y a un fichier qui s'appelle fake.go. Et en fait, tu tapais les commandes. Et en fait, derrière, ça t'affiche. On n'avait pas fini en fait de rebrancher, tu vois, tous les tuyaux. Et du coup, on voulait faire des démos. Et du coup, on simulait. On avait même du code pour faire comme si c'était un peu lent, tu vois, parce que si c'est instantané, tu sens que c'est pas vrai. Le but, c'était pas de mentir. On disait c'est pour de faux. Mais c'est un prototype, un mock-up, quoi. Oui, puis tu vois, t'as un aperçu de l'expérience utilisateur aussi, du coup. Exactement. Ouais. Okay. Du coup, tu peux avoir une réaction qui est utile. Et la réaction était très forte. C'est-à-dire. Après, c'était des experts qu'on allait voir. C'était ceux qui faisaient déjà quelque chose comme ça. Ils disaient, mais ça, c'est mieux. Je vais jeter à la poubelle mon truc et je vais rejoindre. Ah ouais. Et du coup, on a incubé une mini communauté open source avant d'ouvrir le GitHub. Et quand on a lancé le GitHub, il n'y avait pas ce côté l'œuf et la poule. Tu le mets sur Hacker News et le premier visiteur qui voit le repo, c'est 0 star, 0 rien du tout. Tu vois, oh là là, je vais revenir, je reviendrai quand ça sera plus actif. Mais du coup, c'est un serpent qui se mord la queue. Là, le premier visiteur ce jour-là n'a jamais su que c'était eux le premier visiteur parce que on avait déjà lancé, quoi. Donc, encore une fois, c'est du social engineering, mais mais voilà. Maintenant, donc open source Docker, mais en fait, comment tu en fais un business en fait de ce repository? Alors là, c'était le saut dans l'inconnu. Donc à ce moment-là, t'es un peu comme les Facebook à l'époque, ils ont plein de gens, mais en fait, ils savent pas comment le monétiser. C'est un peu ça, ou je schématise, quoi. Tu veux dire avec Docker? Ouais. Ouais, le contexte du pivot à Docker, c'est qu'on en avait marre. C'était un peu le burn-out de mon .cloud, ça scale pas, voilà, mécontentement de l'équipe. Et donc moi, je suis passé un peu en mode fuck it, quoi. Okay. Si on va échouer, on va faire un truc qui nous représente, tu vois, on va y aller si on va exploser, on va faire une belle une belle explosion qui va impressionner tout le monde. Non, mais au moins tu perds pas tout ce que tu as fait. En fait, c'est une manière aussi de le pérenniser, peut-être. Il y a un peu ça, non? Non, ouais, je pensais pas trop à ça. Plus en fait, à ce moment-là, on n'était plus vraiment distinctif parce que quand on avait démarré, on était le concurrent de Heroku qui faisait tous les langages. Mais après, tout le monde a copié ça, donc tout le monde s'est compris que Heroku a fait sa version multilangage, les autres ont cloné aussi, et nous, on n'a jamais été les meilleurs en marketing. À ce jour, personne ne sait que c'est .cloud qui a inventé ces trucs-là. Je pense que tout le monde a oublié .cloud, mais tout le monde se souvient d'Heroku parce qu'on était nuls en marketing. Et donc, on s'est retrouvés sur un champ de bataille déterminé principalement par le marketing.
Et donc, on nous demandait toujours en quoi vous êtes différent de Heroku. Pourquoi vous êtes différent de Heroku? Et quand tu as inventé le truc qui fait que Heroku ça marche, ça fait chier. Donc, tu vois, c'est pas motivant. Tu te dis, c'est pas on n'est pas sur notre terrain. Et donc, moi, je me suis dit, si on fait ce truc-là, ces containers, c'est notre terrain. On le fait depuis le début. C'est nous qui avons inventé le truc. On va l'open sourcer. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Mais au moins, ce sera nous. Et on nous demandera pas comment vous êtes différent de machin. Ça sera plutôt, oh là, c'est très différent. Peut-être même trop différent. On verra. Et donc, voilà. C'était ça l'état d'esprit. C'était ça où on ferme la boutique, quoi. Ok. Et donc, comment tu en fais un business? Ça que Alors, une fois que le projet open source s'est mis à décoller, en fait, il a décollé de manière tellement extrême et violente et inattendue qu'on a été happé par ce product market fit ultra violent, exponentiel, quoi. Ouais. Donc oui, en fait, l'expérience était, à ce stade, ça faisait 5 ans. Donc 5 ans de traversée du désert. T'as soif, t'essaies de pas mourir de soif. Hop, t'arrives au bord de l'eau. Pouf, t'es dans la mer. Immédiatement, t'essaies de pas te noyer. Oh mon Dieu, c'est la tempête, je vais me noyer. Donc tu passes d'un extrême à l'autre, sans transition. Et donc, en fait, oui, on s'est posé la question, c'est quoi le business, etc. Mais déjà, au passage, on a arrêté de dépenser $50,000 par mois à des développeurs juste pour qu'ils essayent le produit. Donc rien de ce point de vue-là, notre CFO était super content. Oui, il voulait aussi savoir comment on va gagner l'argent. Mais déjà, ça l'intéressait beaucoup le fait qu'on dépensait beaucoup moins qu'avant, quoi. Parce que là, Cloud, vous l'arrêtez à ce moment-là? Alors, on l'a pas arrêté immédiatement. Au début, on avait ce plan de faire les deux. Au départ, en fait, on voulait faire Docker et reconstruire .cloud par-dessus Docker et monétiser comme ça. Mais en fait, finalement, on l'a revendu pour une bouchée de pain à un concurrent qui est mort peu de temps après. Donc voilà, c'était la fin de .cloud. La fin de .cloud et Docker, par contre, c'était le gros décollage. C'était le début, ouais. Ok. Et alors, c'est quoi après les étapes suivantes en fait qui font que Docker devient Je te donne des réponses très longues et détaillées à chaque fois. Vas-y. Mais peut-être trop détaillées, je sais pas. Non, c'est trop cool, non. Cette partie-là, elle est mieux documentée, mais c'était une tornade. C'est vraiment une expérience incroyable. C'est difficile à décrire, mais tout se passe tellement vite, il se passe tellement de choses. Ouais. C'est l'équivalent récent que je pourrais décrire, c'est l'expérience sûrement qu'ont eu l'équipe OpenAI quand ChatGPT est sorti, quoi. Ouais, ok. Je dis pas que c'est la même. Enfin, à l'époque, c'était comparable en échelle. C'était vraiment. De la tech, c'est comparable. C'est-à-dire que ChatGPT, user facing, c'est. Ouais, c'est ça. Ah ouais, le ChatGPT c'est devenu tellement plus parce que c'est mainstream. Mais d'un point de vue expérience de l'équipe et mon expérience à moi et la dynamique générale, c'est ce vortex où tu passes de tout le monde s'en fout à pétrole, ils ont trouvé du pétrole. Et en fait, la Silicon Valley, c'est ça, c'est tout le monde en train de piocher là. Ouais. Et puis ils piochent, ils cherchent, et en même temps ils regardent à côté, ils n'ont pas trouvé, ok. Mais attention, si le voisin, il y a le geyser, t'inquiète que tout le monde drop la pioche et il débarque, et t'as intérêt à te dépêcher de monter ton truc derrière parce que les concurrents arrivent direct, quoi. C'est très impressionnant. Et donc là, nous, on s'est retrouvés au milieu de ça, et c'est incroyable, c'est une expérience unique, mais je veux dire, c'est l'expérience qui fait que je suis invité sur ce podcast, par exemple, et j'en suis très content. Mais c'est aussi hyper stressant, et tu te rends compte que en face, t'as des machines de guerre, et c'est pas tes copains, quoi. Ils veulent ton pétrole. Et ouais, donc là, pour le coup, on s'est retrouvés. On a fait un match dans la Ligue A NBA, quoi. Ouais, d'un coup, sachant que tu t'es pas entraîné tout. Ouais, c'est ça. Ouais, coup de sifflet, quoi. Non, là, ok, c'est parti. Attends, je me suis pas échauffé. LeBron James en face de moi là. Oui, c'est ça. Oh putain, il arrive. Oh là, il est grand. C'était exactement ça. Et donc, en fait, c'est l'épreuve du feu, parce que eux, ils sont tous passés par là. À un moment, eux, ils ont été toi. Mais ce qui est fou, c'est que tu te rends compte que, en fait, il y a 99% des startups meurent avant d'arriver au point où t'es arrivé. Donc t'es le survivor. Et en fait,
ceux d'en face, 99% des gens comme toi, ils sont morts avant de pouvoir être comme le LeBron James, tu vois. C'est tout aussi radical parce que tu as ton moment ton opportunité de gloire, mais est-ce que tu vas être... Tu vas tenir le choc, quoi. Ouais, est-ce que tu seras encore là dans 5 ans et si tu as du bol, c'est le prochain Microsoft, le prochain VMware, même VMware, tu vois, ils ont IPO. Bon, c'est vrai qu'on on a tiré notre épingle du jeu, mais Docker n'a pas passé ce cap, quoi. Clairement, c'est pas devenu le prochain Microsoft, ni même le prochain Red Hat d'un point de vue business. Ouais, d'un point de vue business, parce que d'un point de vue technologie, ça l'est. Enfin... C'est là que c'est intéressant, c'est que il y a eu cette dualité de la marque et du business. Okay. Mais bon, au final, Docker l'entreprise a survécu. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, elle existe encore et ça marche très bien. Mais c'est pas il y a pas d'IPO, quoi. Oui, d'accord. Pas parce que ouais, c'est intéressant, mais du coup, est-ce que tu as une explication? Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais fait différemment? Tu vois, est-ce qu'il y a... Bah là, on est dans l'après-match. Bon alors, ouais. quand est-ce que tout s'est joué? Est-ce que c'est à la 5e minute quand LeBron James t'a mis le pied sur ta tête, ou est-ce que c'était plutôt à la 18e minute quand tu t'es mis à t'engueuler avec ta team, tu vois? Enfin, c'est passé beaucoup de choses. Mais et je peux dire que je me pose beaucoup la question aussi, surtout pour tirer des leçons utiles pour la nouvelle startup, n'est-ce pas? Startup, ouais. Mais mais déjà, le contexte, c'est que dans tous les cas, même au meilleur de ta forme, la meilleure exécution, c'est hyper difficile de passer ce cap parce que c'est le moment où, comme on disait, tu te prends de plein fouet les winners de la guerre d'avant, quoi, qui t'attendent. Et donc, dans notre cas, c'était les concurrents principaux, c'était VMware et Red Hat. Voilà. Et une espèce de coalition autour. Bon, il y a eu pour ceux qui connaissent les détails de cette industrie, il y a eu beaucoup de drama autour de Docker d'un côté, Kubernetes de l'autre. Il y a eu aussi un mouvement. En fait, il y a toutes sortes de techniques en fait pour neutraliser une startup qui réussit trop vite. Tu vois, voilà, attention là, ils grossissent un peu trop vite. On va En fait, c'est toujours un peu la même chose. Tu as une nouvelle tech ou un nouveau produit, une nouvelle capability qui part en flèche. La startup qui le fait, elle a aucune distribution, aucun mécanisme de scale. Ils débarquent, quoi. Mais ils ont ce fire que personne d'autre n'a. Et donc, c'est la course. Est-ce que les nouveaux vont pouvoir construire l'organisation, construire la distribution plus vite que les existants vont copier la feature et la tech et la plugger dans leur distribution existante, quoi. En gros, c'est toujours ça. Et après, tu as toutes sortes de tactiques pour neutraliser l'un, t'accélérer toi, ralentir l'autre. Et une des techniques, c'est standardiser pour ralentir. Donc le nouveau, le Docker, putain, ils sortent des features toutes les semaines. Il y a un mouvement autour d'eux, les containers, on va faire du networking, du storage. Ils sont en train de tout péter, tu vois. Donc si tu vends si tu vends de la plateforme dans les data centers, et ben il faut vite que tu rajoutes des containers parce que tout le monde veut des containers dans les data centers. Et il faut juste que tu ralentisses Docker parce que si c'est Docker qui dicte les features, les standards, en fait, tu vas tout le temps être à la traîne. Donc, ce que tu fais, tu te regroupes avec tous les autres et tu fais une fondation ou un logo, tu fais un organisme de standardisation, tu fais ça bien, tu fais un bon marketing, tu fais des colloques et des experts et tu dis oh là attention, il faut faire une spec, il faut écrire comment ça marche et après il faut que donc il faut que tout soit. Il s'appelle comment? Tu sais, il y a Kubernetes, il y a plein d'outils là. Je me rappelle. Ah oui, CNCF. Alors il y avait d'abord. Oui. Non, je pense. Je sais pas. Je pensais en fait. Non, mais c'est pas HashiCorp derrière. C'est une boîte en fait. HashiCorp, c'est pas une. Oui, HashiCorp, oui, derrière Terraform et tout ça. Derrière Terraform, mais je croyais que Kubernetes c'était aussi. Mais non, en fait. Ok. Non, en fait, HashiCorp ils ont sorti toutes sortes de projets open source super, mais ils les ont toujours gardés. Et ils se sont jamais vraiment mêlés de ça. Ils ont fait leur truc. Ils ont eu des problèmes plus tard quand ils ont changé leur licence
pour essayer d'être plus agressifs commercialement et que ils ont été forqués. Donc, ils se sont retrouvés avec justement une version alternative. Bah, c'est une version de ça où les concurrents en ont profité pour dire ah mais regardez, ils sont méchants, ils sont fermés. Nous on a la version ouverte. Donc c'est une opportunité de business derrière. C'est fou. Après c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste comme ça que ça marche. Nous on a eu la version extrême de ça. On allait beaucoup trop vite et donc on a eu des initiatives de standardisation pour nous ralentir. Donc d'abord tu as eu standardisation sur le format de l'image, enfin du container. Auquel on a nous un peu naïf, on a participé de bon cœur, hein, croyant que le but c'était réellement que tout soit plus interopérable et plus ouvert. Mais non, le but c'était de nous de forcer à de nous mettre un mur en disant bon bah super, merci. Maintenant on va faire des colloques où en fait c'est toujours les grosses boîtes qui gagnent dans ces trucs-là parce qu'ils ont plus de force de frappe quoi. Oui, ils peuvent avoir une équipe de 100 personnes dont le but c'est de participer à des standards sans problème. Okay. Et c'est l'inverse total de la méthodologie Y Combinator où tu parles, plus tu vas vite, mieux c'est. Tu parles aux utilisateurs, tu ships, s'ils aiment, ils s'en servent, s'ils aiment pas, ils s'en servent pas, tu vas comprendre pourquoi, tu reship. Nous, on traçait, et donc arrive Red Hat et compagnie qui disent oh là là, il faut leur casser les jambes. Donc d'abord, ils ont fait ça au niveau du format du container. Et ensuite, au niveau de l'orchestration et de l'écosystème en général, il y a eu cette fondation qui s'appelle CNCF, qui a commencé comme l'anti-Docker, quoi. Après, c'est devenu beaucoup plus que ça. Mais le but, c'était, OK, on peut pas permettre qu'une startup soit à la fois notre concurrent et le cœur de ce nouveau mouvement de reconstruire tout le data center autour des containers. C'est trop de pouvoir en un endroit. Donc, il faut contrecarrer ça. Ce qui est intéressant, c'est que Red Hat, eux, ont été dans la situation de Docker 25 ans avant, parce que eux, c'était les champions de la vague précédente du data center qui était Linux. Quand Linux c'était pas 10 ans avant d'ailleurs, pardon, c'était pas 25 ans avant, c'est 25 ans avant maintenant. Mais à l'époque, c'était plus 15 ans. Donc quand Linux a décollé, a décollé, a comment dire, complètement retourné le marché du data center dans les années 2000. Red Hat, c'était les pionniers de ça. Alors ils n'ont pas créé Linux comme nous on a créé Docker, mais c'est assez comparable parce que nous on n'a pas inventé la technologie en dessous, donc on a fédéré. Et pareil, Red Hat fédérait, c'était vraiment les leaders de ce mouvement-là. T'as rendu le truc utilisable pour le grand public entre guillemets, enfin pour les. Oui, c'est ça. Et puis il y a énormément d'engineering, de design. Il faut fédérer. Il y a du produit à faire. Il y a une communauté derrière. T'as un momentum énorme. Red Hat avait ce momentum. Il représentait le changement. Et les concurrents leur ont fait le même coup. Leur ont balancé des standards dans les pattes. Et à ce jour, il y a toutes sortes de bizarreries dans Linux que tu peux plus changer à cause de ces standards à la con où tout a été figé. Et donc, tu as des décisions qui devraient se prendre par des ingénieurs et designers qui parlent aux utilisateurs. Et si tu n'es pas content, tu forques. Donc là, le côté merveilleux de la loi du plus fort open source, où c'est le meilleur code qui gagne. Parce qu'au final, l'open source, l'essence de l'open source, c'est la méritocratie du code. Si ton code il est pas bon, quelqu'un peut le prendre et le changer, et après, si les utilisateurs préfèrent ta version, ils s'en vont et c'est fini. Donc, tu es obligé de... Tu vois, c'est pour ça que les ingénieurs adorent l'open source, parce que tu vas à l'essentiel. Mais par-dessus, tu as cette strate de... Ah, mais maintenant, la décision, elle est prise dans un comité. Et dans le comité, il y a quelqu'un d'IBM, il y a quelqu'un de SUSE, il y a quelqu'un de, tu vois, HP, et tu vois, ça se négocie, voilà. Et donc eux, on leur a fait le coup, et ils ont gagné, ils ont survécu, ils ont gagné, quoi. Ils sont devenus les plus gros du monde Linux. Et 15 ans plus tard, ils se rappellent de toutes ces leçons parce que c'était les mêmes. Et ils voient arriver les petits bonnets de Docker.
nous, on va tout révolutionner. On fait, attends, bouge pas. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que le coup du standard, tu te dis, toi, tu as l'impression que ça va te servir en fait. Tu dis, ah bah cool, le standard, moi je vais faire le truc du standard, je suis le plus fort sur mon domaine et en fait tout le monde va l'utiliser. Et comme mais qu'est-ce que tu peux, quand on te dit il faut être plus ouvert et plus compatible, qu'est-ce que tu peux répondre? Tu vas pas dire non, je vais être plus fermé et moins compatible. Mais c'est une manière de présenter les choses. Ouais. Tu vois, c'est comme c'est une guerre des mots. Oui, c'est plus interopérable, mais par contre, ça marchera moins bien, quoi. Donc, et ça. Et toi, tu vas passer plus de temps aussi à. Ouais, le changement, c'est une question de timing. À quel moment tu veux figer les changements et à quel moment tu veux attendre parce que c'est pas encore le moment de figer les changements. Ouais, ok. Voilà. Oui, parce ce qui a sauvé en fait, ce qui a sauvé l'écosystème Linux, c'est que la bataille, elle s'est faite au niveau des. Bah, tu peux voir d'ailleurs dans l'écosystème Linux, c'est quoi la meilleure partie? C'est le kernel. Ouais. C'est le kernel Linux. Parce que Linus Torvald, il en avait rien à foutre des comités. Tu vas lui dire de standardiser ce qu'il va faire. Il va faire, ouais, attends, regarde bien. Rien à foutre. Il est resté autonome parce qu'il n'a jamais rendu de compte à Red Hat, ni Fedora, ni SUSE, ni qui que ce soit. Et donc, le cœur de Linux est resté indépendant. Donc, c'est resté un phare de qualité. Maintenant, compare ça avec l'écosystème des distributions Linux. Ouais. C'est le chaos total. Ils sont pas compatibles entre eux. Et regarde, le résultat, c'est que le système de packaging des distributions Linux, c'est un enfer. Enfer qui a en partie mené à l'apparition de Docker, parce que si tout avait été bien clean et correct au niveau... il y a une réalité alternative où tout le monde package ses applications sur Red Hat, et où tu vois un truc comme un RPM ou compagnie. Ouais. Il n'y a pas besoin d'un nouveau standard avec les containers, mais il y a un lien en fait entre la standardisation excessive pour les mauvaises raisons et trop tôt sur la qualité du code derrière, du produit. Ouais, bien sûr. Ouais, non, je comprends. Ouais, je comprends. Bah, à partir du moment où il y a le côté design by committee déjà, et puis il y a le design by committee qui en plus parle pas aux utilisateurs. Tu vois, c'est le double effet qui se. C'est clair. Mais derrière, moi, ce que j'ai découvert, c'est que derrière tout ça, il y a des dynamiques business. Et ça, j'ai découvert ça, je connaissais pas. Et voilà. Non, mais des intérêts, des décideurs qui en fait, oui, parce qu'en fait, tu es sur des décideurs qui sont pas, comme tu le dis, juste des gens qui codent et qui regardent juste le code. Ils ont aussi l'intérêt de leur boîte à cœur qui est quel est le meilleur design qui va être le plus pratique pour moi. Enfin voilà, il y a toutes ces considérations. Ah ouais, mais oui, mais mais c'est même pas la décision se prend pas à la couche du design, c'est des décisions de business. Bien sûr. Oui. C'est des questions de contrôle de ta supply chain en fait. Mais bon, bref, je veux pas faire c'est un gros détour. Non, mais au final, Red Hat, ils ont vendu pour quoi? 32 milliards. Ouais. C'est la boîte open source c'était la valorisation la plus énorme de boîtes open source. Et je pense qu'au moment où ils ont vendu, c'était le plus gros deal d'acquisition de boîtes tech. Ah ouais. Okay. Il me semble. Hein. Ah ouais, donc ça a bien marché leur histoire. Ah, c'est sûr. Okay. Donc voilà, force à eux. Et je voulais, du coup, maintenant sur donc on a parlé de plein de trucs là sur Docker, mais donc la fin de Docker en fait, quand tu quittes Docker, comment ça se passe? Est-ce que c'est dur déjà, tu vois, parce que je veux dire c'est une aventure longue, beaucoup de cœur dedans. Comment tu gères ce truc là? Ben, en fait, je suis parti après 10 ans. Ok. Tout rond. Donc les 10 ans, c'est le moment où tu réfléchis un peu, qu'est-ce que je fais? Et donc c'était 5 ans de traversée du désert, ensuite 5 ans de tempête dans la mer, n'est-ce pas? Et donc entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé tout ce que je viens de raconter là, ce qui était intense et fatigant. J'ai aussi appris beaucoup de choses en interne parce que j'ai pris une décision que plus tard j'ai regretté d'embaucher un CEO externe et de me mettre en CTO. Et j'avais une image de comment ça allait se passer et ça s'est passé très différemment. Et c'était si tu veux, mélangé à tout le reste. Donc tu vois, c'est la tempête à l'extérieur et puis dans le bateau, c'est le bordel aussi. Donc si tu combines les deux, c'est très stressant. Ouais. Bon, il y a eu des choses perso aussi, des maladies dans la famille. Et donc, bref, c'était un moment clé où je me suis dit, bon, bah, allez, moving on.
Ok. Et donc ça s'est fait naturellement, quoi. Ok. Donc je suis parti, j'ai pris T'avais un encore break. enfin, t'as une fatigue de 10 ans. Est-ce que la flamme un peu du projet aussi, elle s'est un peu essoufflée à ce moment-là, ou tu sens que c'est encore là et c'est juste que tous les facteurs externes font que t'es un peu fatigué, t'en as un peu marre, tu vois, ou c'est vraiment tu te dis vas-y, j'ai envie de passer à autre chose Tu pour veux dire moi me ma reset. motivation Ouais, personnelle? ouais. C'était pas un problème de passion pour le fil conducteur, là, Ouais. la tech, les containers, ce qu'on pouvait faire avec. C'est plutôt que, en fait, petit à petit, j'avais plus aucune opportunité de le faire, en fait. C'est en interne, en grosso modo, j'ai été mis au placard par manque de compréhension de la politique de bureau, on va dire, parce que Je j'avais vois jamais bien. Non, bossé mais dans une c'est ta première Docker. expérience en fait. C'est quand même marrant. C'est ta Ouais, première c'est ça. boîte. C'est-à-dire, la boîte à Los Angeles, là où j'avais bossé, c'était pas une très grosse boîte. Et puis j'étais super junior, tu vois. Ouais. Et après, boum, .cloud, Docker. Donc à ce stade, on arrive. Quand je suis parti, on était 500. Ok. Donc il y a une boîte de 500 personnes qui s'est construite autour de cette histoire-là que j'ai racontée, donc de ce produit que j'ai fait, de l'équipe de départ et tout. Mais on a embauché énormément de gens, c'est devenu autre chose, tu vois. Et ça a été très mal géré au passage. Ouais. J'ai aussi beaucoup appris de ça. Ce que j'ai appris, c'est quand tu embauches un CEO, tu donnes les clés de la boîte. C'est pas, C'est pas juste. tu t'achètes pas un co-founder. Ok. Tu donnes les clés de la boîte. Ils vont faire à leur manière. Donc, Donc si t'es pas hyper bien aligné, ça peut très vite devenir compliqué. ouais, voilà. Et puis, bref, ce qui s'est passé au final, par une succession de malentendus et de différents problèmes de communication assez classiques d'entreprise, je me suis retrouvé mis à l'écart dans ma propre boîte. Ok. Bon, jusqu'à une certaine mesure, parce que quand tu es dans le founder, tu peux quand même faire des choses, mais en fait, c'est devenu une espèce de church and state, comme on dit. Ouais. T'avais comme une autorité fragmentée entre le CEO et le founder. Après, tu as les clans, il faut choisir. Oui. Toi, tu as ton Alors, aura de founder avec des gens qui ouais, vont être un petit peu tes fidèles entre guillemets, et puis tu as un ouais, CEO qui est censé te donner mais la direction, et donc c'est compliqué. ouais, c'est ça. Sauf qu'en tant que founder, c'est pas ça que tu veux, parce que Non. en tant que founder, tu réfléchis différemment. Ta boîte, c'est ton bébé. Tu veux que la boîte, elle marche. T'es pas en train de te dire, alors attends, moi, j'ai plus de headcount par rapport à l'autre VP, tu vois, il faut que j'ai plus Ouais. de monde, parce que Ouais. pour mon prochain job, pour le CV, il faut que j'ai tel projet. De toute façon, tu penses que à ta boîte. Donc, en fait, c'est la torture d'être dans cette situation, Ouais, je parce vois. que tu vois la boîte qui va dans le mur, collectivement, Ouais. mais en fait, tu n'as pas le pouvoir de le changer. Et Mhm. donc, au début, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire des projets en sous-marin. Donc, par exemple, Docker Desktop, Ok. l'application Mac, tout ça, c'était un projet sous-marin Ah où ouais. on devait carrément se cacher et je devais voler des ingénieurs. Et puis, il me disait, ah, faut pas que mon boss sache que je bosse avec toi parce que c'est interdit. Et au final, on a sorti le truc. Donc, ça a marché, ce produit-là. Ouais. Mais on a aussi sorti plein d'autres trucs. C'était des projets qui n'ont jamais vu le jour. Donc, moi, si tu veux, il y avait cette boucle d'itération qui est ma manière de travailler où tout est intégré, tu traces. Tu parles de social engineering, tu parles de technologie, tu parles de design, tout est intégré et tu traces. J'avais plus du tout la capacité de faire ça et donc maintenant je l'analyse de manière plus claire, mais à l'époque juste j'étais burn-out, j'étais malheureux. Du Ouais, coup je bien suis sûr. parti et maintenant je comprends pourquoi. Ouais, non, mais ce truc-là que tu dis, enfin, il est intéressant, puis il est assez classique. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi un peu. C'est-à-dire que dans une grosse boîte, il y a ce problème d'alignement. Dans une startup, franchement, quand t'es pas beaucoup, t'es tous hyper alignés. Et c'est hyper agréable parce que Ouais, tu vas dans la même direction, tu rames dans le même sens. Et du coup, il y a pas et dès que ça grossit trop, il y a, comme tu l'as dit, des intérêts contraires de personnel. Et ça fait qu'en fait, toi, qui es focus sur le projet ramé dans un sens et que t'as des autres qui rament en perpendiculaire, en diagonale et tout, ouais, voire à ouais. l'envers, ça rend fou, en fait. Ça rend fou Oui, parce que tu dis, mais c'est pas l'intérêt commun, en fait, finalement. oui, c'est clair. Et c'est difficile à gérer même quand tu es le founder CEO Ouais. où il n'y a pas ce problème d'autorité partagée. Ouais. Déjà, c'est dur. Parce que ce qui se passe, c'est que tu te laisses déborder. Et en fait, tout le monde autour de toi te dit non, mais c'est normal, il faut déléguer, laisse faire, machin. Oui, oui, on va gérer. Faut pas micromanager. En fait, les founders dans les boîtes qui grossissent, on leur dit tout le temps de ne pas micromanager. Ils ont une partie d'eux qui dit mais ce détail-là est hyper important. Vous commencez à me saouler.
Mais tu as une autre partie qui te dit oui, mais j'ai pas envie d'être tu imagines le boss micromanager médiocre qui saoule tout le monde, tu vois. Sûr. Et du coup, t'as pas envie d'être ça, et du coup, tu es comme conflicted. Et ça, c'est quand tu as l'autorité de le faire, mais tu hésites à le faire. Quand tu n'as pas l'autorité, en fait, c'est foutu d'avance. Parce que du coup, c'est toujours désagréable d'écouter le founder qui dit non, mais je sais que ça fait 20 ans que tu fais ça, et je sais que toi, ta manière préférée, c'est ça. Ouais. Et je te remercie de ton opinion, mais maintenant, on va faire ça. Ça fait chier tout le monde. Donc, si tu as la possibilité d'ignorer cette personne, tu vas le faire. Et donc, si le founder n'est pas CEO, bah, c'est fini. Voilà. Et donc, la vraie réponse, c'est qu'il faut virer tous ces gens. Non, mais c'est vrai. Je te l'ai dit 3 fois, je te paye une fortune, t'es VP, y a pas de problème. La porte est par là, c'est fini. En fait, c'est ça la réponse. Mais surtout que c'est pas les bons team players, entre guillemets, c'est pas la bonne équipe. non, c'est juste pas le bon fit. Ils seront parfaits dans une boîte. Ils veulent faire les choses différemment. Et la Silicon Valley, c'est ça aussi. Il n'y a pas le temps, quoi. Faut y aller. Parce qu'en face, le futur LeBron James, il est en train de faire ça. Et ceux qui meurent en cours de route, c'est ceux qui sont là. Ah, mais attendez, on va faire un comité pour être sûr. Attendons, ne décidons pas tout de suite parce que peut-être on pourrait se tromper. Faisons 3 expériments et on verra. Ouais, faut agir, quoi. Faut agir, tester, prendre du feedback, quoi. Ouais. Et donc, toutes ces leçons, tu t'en sers pour la suite. Donc, Dagger, qu'est-ce que tu fais maintenant là? C'est quoi ta nouvelle obsession et ton nouveau projet? Enfin, nouveau, il est plus si nouveau maintenant. Ça fait quand même. Oui, ça fait quelques années. Ouais. Et ben, en fait, c'est toujours les containers. C'est toujours le même fil conducteur. Ok. D'une certaine manière, c'est une version de la roadmap que j'aurais continué si j'avais continué dans Docker et que j'avais pu utiliser Docker comme véhicule. Je pense qu'on serait arrivé à ce qu'on fait maintenant, à Dagger. C'est le nom de la startup. Ça rime d'ailleurs, hein. Ouais. Oui, alors c'est pas fait exprès. Ok. Mais trouver des noms, c'est vraiment très dur. Mais ouais, non, c'est pas fait exprès, mais oui, effectivement, ça fait penser un peu à Docker. Avec Dagger, on utilise toutes ces technologies qui existent maintenant, y compris les containers, pour régler un problème très spécifique qui est la CI, donc l'intégration continue, donc qui est l'assemblage final de tous les éléments d'un produit logiciel avant de le mettre en ligne, quoi, de le déployer. Donc c'est beaucoup de tests, c'est build, test, toutes sortes de vérifications, et en fait c'est toujours un sac de nœuds. C'est un nœud de complexité, en fait, parce que c'est là que tout converge et tout doit être combiné. Et ça cause toutes sortes de problèmes. Donc, c'est une partie on va dire, de la stack logicielle moderne qui est perpétuellement cassée et qui pose des problèmes. Et on a appris à l'accepter. Mais le but de Dagger, c'est de montrer qu'il n'y a pas besoin de l'accepter. C'est possible de faire 10 fois mieux maintenant qu'on a des choses comme les containers. Voilà. Ok. Mais tu as le même sujet qu'à l'époque d'OutCloud. En fait, tu vois, aujourd'hui, il y a plein d'acteurs de la CI qui te font du clé en main. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis chez Circle CI, pour ne pas les citer, tu vois, où en fait, c'est relativement simple. Ok, j'ai un fichier YAML où je décris ce que je veux faire. Il y a quand même beaucoup de plomberie en vrai, plus que ce que j'aimerais, tu vois. Ça reste au-delà du métier de développeur, configurer sa CI, je trouve, tu vois. C'est plus du DevOps déjà. Mais voilà, dedans, ils ont tous, j'imagine, des technos similaires pour faire que ce YAML, il se transforme en des pipelines, des choses qui tournent, etc. Est-ce qu'il y a le même truc de dire, toi, je vais standardiser tout ce qu'ils font tous là, parce qu'ils ont déjà développé plein de briques, et moi, je vais redévelopper ces briques en open source? C'est un peu ça? Alors, il y a effectivement une couche de standardisation, mais un peu différente. Déjà, nous, on part notre point de départ, c'est que les containers existent, et c'est un standard. Et donc, au minimum, ta CI devrait être entièrement construite sur les containers comme point de départ. Okay. Et aujourd'hui, tu as des plateformes de CI, des produits de CI qui utilisent les containers, qui les ont adoptés en cours de route, mais ils n'ont pas été construits et designés day one à partir de ce standard, et pas juste la version du standard qui a été décidée par le comité, mais la vraie version du standard qui est celle qui est dans mon cerveau et dans le cerveau de ceux qui étaient là quand ils avaient le contexte complet de ce qu'on voulait faire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes Docker, le Docker que les gens connaissent et qu'ils utilisent, c'est un snapshot incomplet de ce qu'on était en train de faire.
parce qu'on a perdu cette bataille de standardisation, en gros, un jour, boum, c'était fini. On a perdu la capacité à Docker de dicter comment de designer cette nouvelle plateforme. Et en fait, si tu cherches, tu peux voir ces artefacts-là. Par exemple, tu as les Docker files. Bon, ils ont toutes sortes de problèmes, mais ils n'avaient pas vocation à être le truc final, tu vois. C'était un truc temporaire. Il y a des petites features dans les Dockerfiles qui ont commencé à sortir, qui existent encore dans la spec, mais personne s'en sert parce qu'elles n'ont plus aucun sens maintenant, parce que c'était un bridge vers des refontes de la plateforme plus ambitieuses qui n'ont finalement jamais eu lieu. Parce que voilà, c'est comme utiliser des Dockerfiles, Docker Compose, dockercompose.yml, le truc que tout le monde utilise pour le développement. C'est comme vivre dans des ruines romaines. D'accord, c'est magnifique, c'est super, mais c'est vrai que c'est pas fini. Il y a des plantes qui poussent. Tu dis mais en fait c'était quoi le plan de l'architecte? Ça serait bien de savoir, mais en fait ça a jamais été fini. Et parce qu'entre temps il y a les barbares qui ont envahi et qui ont construit un autre truc. Et maintenant il y a des cathédrales, il y a d'autres choses qui se sont faites. Tu vois. Pourquoi est-ce que tu développes dans Docker Compose et ensuite tu vas en production dans Kubernetes? Je sais pas quelle proportion de ton public suit de quoi on parle, à quel point c'est très DevOps. Mais écoute, on peut vulgariser, mais en gros, Docker Compose, ça te permet d'orchestrer plusieurs containers, en gros. Oui, et Kubernetes, ça permet d'orchestrer plusieurs containers, en gros, mais ils fonctionnent absolument pas ensemble. Et de facto, il y en a un qui est utilisé par les développeurs sur leur machine de dev, mais pas en production, et l'autre qui est utilisé en production, mais pas par les développeurs sur la machine de dev. Et ça fait des années qu'il y a des tentatives de réparer ça, mais tu sais quoi, les gens qui étaient là au départ, qui ont tout le contexte de pourquoi il y a Docker Compose, pourquoi il y a Kubernetes, soit ils sont plus là parce qu'ils font autre chose comme moi, soit en fait ils ont plus la capacité de changer parce que la communauté a dit non, ok c'est bon, c'est des ruines romaines, c'est pas grave, allez on fait, faut vivre sa vie. Mais donc c'est ça que je veux dire par accepter que c'est pourri, parce que des situations comme ça, il y en a partout. Et tu parlais de CircleCI, de toutes ces plateformes-là. Là, c'est pareil. On s'est habitué au fait que quand on dit CI, la définition de CI a rétréci, jusqu'à vouloir dire ce petit bout de ta stack, c'est un serveur, tu mets un fichier YAML et il exécute des scripts. Et voilà, grosso modo, c'est ça qu'il peut faire. Mais pour intégrer mon application, le I de CI, c'est intégrer. Pour intégrer, du coup, j'ai besoin que de CircleCI. Ah voilà, non, c'est CircleCI et puis une bonne vingtaine d'autres outils et tu vas les gluer ensemble. C'est ça la réalité. Pour moi, c'est ça la CI, c'est tout. Okay. Tu vois, il faudrait que tu puisses intégrer, t'écris ton code, tu sors de ton éditeur de code, tout ce qui se passe entre ce moment-là et le moment où tu as un produit qui tourne, c'est ça l'intégration. Donc CircleCI ou n'importe qui d'autre. Docker Compose, c'est l'intégration. CircleCI, c'est l'intégration. Le shell script de 500 lignes que tu as écrit à la main pour que ça marche, c'est aussi de l'intégration. Tu vois, et les 3000 autres outils dans le tas. Et c'est juste qu'on s'est habitué à cette situation où en fait, tu n'as pas de design d'ensemble qui dit « Ok, l'intégration, c'est quoi ? C'est quoi le problème ? Parlons aux users. » En fait, il manque une plateforme qui a l'ambition et la capacité de faire tout ça. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Ok, mais ça veut dire que concrètement, presque t'écris plus ton fichier YAML qui dit qu'est-ce que tu vas faire, c'est-à-dire que tu standardises un peu la CI, en sorte d'une CI, c'est un truc qui fait ça, et donc moi j'ai le code, je le push sur GitHub, et après derrière, ça se passe tout seul, quoi. Ouais, sauf que le YAML, tout n'est pas dans le YAML. Ouais. Par exemple, non, tout n'est pas en général, c'est un YAML qui exécute des scripts, donc ces scripts, faut que tu les écrives. Ce qui se passe très souvent, c'est que dans le serveur CI, il se passe quelque chose. Sur la machine du développeur, il se passe autre chose. Parce que le YAML, il marche pas sur la machine du développeur. Non, mais le développeur, il a quand même besoin de tester, de build et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as une espèce de CI parallèle, de shadow CI qui se développe avec... si tu as de la chance, le summum, c'est qu'au moins les scripts par-dessus, c'est les mêmes. Donc, tu n'as pas le YAML, mais tu as le même script. Mais par contre, qu'est-ce qui remplace le YAML? C'est un autre script ça marche pas pareil. Donc, parfois, c'est Docker Compose qui bouche les trous. Tu vois, par exemple, tes tests d'intégration. S'il y a des dépendances, tu vois, il faut se connecter à la base de données ou je sais pas quoi. Comment tu orchestres
de lancer ses dépendances, Bien sûr. mais oui, tout à juste fait. le temps d'exécuter les tests sans interférer avec les autres tests, tu vois, est-ce Oui, que oui, tu oui. utilises Oui, les oui, oui. environnements, la création des environnements, tu vois, c'est complètement imbriqué Oui, avec les l'exemple de la tests. base de données, il est intéressant parce que moi, je le vois très bien sur mes tests. Aujourd'hui, j'ai ma base de données que j'utilise pour le dev et dedans, il y a une base de données de test qui est Voilà, utilisée à chaque fois que je lance les tests. Alors que sur ma CI, c'est à chaque fois un conteneur qui arrive, qui lance une base de données et tout. Donc, tu n'as pas la même infra exactement sur ce que exactement. tu fais. Ça, c'est un exemple parfait. Donc ça, tu vois, orchestrer ça, c'est du boulot. Mm. Elle est où la plateforme qui comprend tout ça? Ouais. Bah, elle n'existe pas. La plateforme, c'est la vraie plateforme. C'est une plateforme maison que toi tu développes Bien sûr. avec des bouts de produits, mais il y a aucun de ces produits qui tout seul peut te dire voilà c'est ça, qui peut pas t'orchestrer l'ensemble. Donc ça c'est encore une fois c'est le but de Dagger, c'est d'être cette plateforme. Mais Ok. comme la raison pour laquelle ça n'a pas été fait, c'est que c'est super dur. La raison pour laquelle c'est super dur, c'est que c'est une usine. Ouais. Et une usine, c'est toujours différent d'un produit à l'autre. Il n'y a pas Ouais. deux usines qui sont pareilles. Tu n'achètes pas une usine au magasin d'usine. Ouais. Tu fais ton usine au fur et à mesure que tu fais ton produit. Ils sont designés, tu vois, en commun. Après, le mieux que tu peux faire, c'est l'assembler de manière modulaire pour pas réinventer Hmm. tout, Ouais. Ouais. tu vois. Mais tu Pour visites avoir des l'usine templates, en Tesla. fait, tu pourrais. Ouais. Oui, mais le problème d'un template, c'est qu'un template, c'est un cadre rigide où tu peux boucher les trous. Ce que tu veux, en fait, c'est un système Lego. Ouais. Ce que tu veux, c'est tu regardes l'usine Tesla, l'équivalent software, hein, mais là on parle de intégrer des produits physiques, mais Ouais. c'est pareil, mais en software. Euh, Tu regardes l'usine Tesla, c'est bon, bah ça c'est pour eux, mais moi je fais des tracteurs, tu vois, j'en sais rien. Donc la partie, le châssis, bon, je peux adapter. Alors c'est quoi leur machine pour les châssis? Ah ouais, pas mal, tu vois. Et tu vas peut-être réutiliser les composants, tu vas regarder les patterns, mais tu as un langage commun, une plateforme commune pour assembler. En gros, c'est ça que fait Dagger. Et comme c'est du pur virtuel, déjà le point de départ, c'est qui dit plateforme dit code. Si tu peux pas le programmer avec du code, avec du vrai code, c'est pas vraiment une plateforme. C'est une pseudo-plateforme. Parce que le niveau de customisation est tel qu'à un moment, l'orchestration de toutes ces étapes de ta CI, les bulles, la création des environnements, l'exécution des tests, Ouais. l'exécution Ouais. de, tu vois, il y a une espèce d'interconnexion des workflows hyper complexes. Au final, il faut du code, quoi. Ok. Tu Donc vois, c'est tous pas ces du YAML, c'est YAML, pas du déclaratif, c'est pas du déclaratif, c'est du code, Ok. mais c'est du code qui tourne sur une plateforme spécialisée. Parce que exécuter des workflows de CI, c'est pas la même chose que exécuter un programme sur un ordinateur lambda, quoi. Ouais. Parce que c'est très très distribué. Si tu visualises une usine, Ouais. mais en fait, tu vois, tu regardes le plan de l'usine, il y a t'as les tapis roulants, les stations, t'as des trucs Ouais. qui se Ouais. passent à chaque station en Ouais. parallèle, ok? Ouais. Donc, si tu as un modèle de programmation où tu dis à l'ordinateur fais ça et ensuite fais ça, là t'es pas en train de programmer toute l'usine. Donc, il y a quand même un modèle de programmation qui quelque part doit être déclaratif. Tu vois, Ok. le YAML, c'est Ok. intéressant parce que c'est déclaratif. Tu dis, C'est des il y a tâches. ça là, il y a ça là, tu dis les dépendances et tout ça. Donc, en fait, c'est ce problème-là qu'on a mis des années à régler. C'est comment tu peux avoir le meilleur du déclaratif Ok. pour que tu puisses, grosso modo, décrire ton graphe, ton DAG. C'est pour ça que ça s'appelle Dagger. Ok. Parce que tu es en train de programmer un graphe d'opérations interconnectées et tout tourne en parallèle. T'as des trucs Et en séquentiels même qui se temps, que ce déclenchent les uns soit les autres. abordable. Ouais. Comment? T'as des trucs séquentiels parce que t'en as qui se déclenchent les uns les autres et t'as des choses en parallèle parce qu'il y a des choses. C'est exactement c'est ça. C'est un graphe parallèle d'opérations séquentielles. Ok. Et comment programmer ça de manière puissante, modulaire, mais abordable pour une équipe DevOps. Ok. Voilà. Et donc la réponse c'est super dur et il faut beaucoup itérer. Et on a lancé en 2022, mais on avait des prototypes encore bien avant. Et c'est la même méthode de Cloud Docker, c'est-à-dire on trouve les premiers 3 users, on leur donne.
On réessaye, on itère. Et en fait, plus ça va, plus on va vite, et plus on converge sur le truc. Ok. Et on a une communauté au début de ultra experts parce que c'était tellement compliqué et difficile qu'il fallait être ultra expert. Ensuite, il fallait être juste super expert. Ensuite, juste expert. Et tu vois, petit à petit, là, on élargit. Ouais. Et là, je pense que on arrive au point Ok. où arrivent la transition pour nous, c'est ces agents-là. C'est AI qui code. Ok. En fait, c'est ça qui va révolutionner la CI au final. Parce que jusqu'à maintenant, on avait un public d'experts la CI qui veulent que leur CI soit 10 fois mieux. Tu vois, ils savent que c'est important, ils font le pari que ça va rendre leurs développeurs ça va les accélérer, etc. Mais c'était pas obligé. Tu peux garder ta CI pourrie et tu iras moins vite, tu paieras plus cher, tu auras des problèmes. Mais bon, il y a beaucoup de boîtes. Oui, tu t'habitues à ça. Tu t'habitues. Ouais. Et puis derrière, la douleur est concentrée sur la team DevOps en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, quand tu dev, c'est pas toi qui gères la CI. Tu dois attendre, tu dis c'est long, mais toi, tu fais autre chose. Ouais. Derrière, c'est la team DevOps qui est là, oh mon Dieu, la répétabilité, c'est horrible. Attends, il y a une nouvelle stack, tu vois, c'est horrible. Donc ces gens-là, c'est notre communauté parce qu'on leur donne une meilleure plateforme, mais souvent ils ont du mal à convaincre le management derrière que c'est urgent. Bien sûr. Parce que le management va dire les devs ils s'en fichent. Ça me fait gagner. On va plutôt mettre le budget pour faire une nouvelle feature. Mais là, arrivent les AI. Okay. Les AI qui codent à la vitesse de la lumière. Il y en a. Tu peux avoir tes agents, tes Claude, tes machins. Ouais. Et là, en fait, il y a un énorme souci qui est très bien pour nous. C'est que, en fait, tu peux coder tellement vite que maintenant, qu'est-ce qui te ralentit, c'est ta CI. Ouais. Ok. Dans ce modèle du futur, mais dans lequel on va arriver extrêmement vite, où c'est les AI qui codent. Ouais. Et là, nous, on parle à des teams, ils y sont, ça y est. Et bientôt, tout le monde y sera. Et eux, leur problème, maintenant, c'est la CI. Tu as besoin de validation, du coup. Tu as besoin de beaucoup de validation. Tu as besoin de vérifier beaucoup ce que exactement. Tu vas littéralement, ils ont des dizaines d'agents en parallèle, ils ont leur task et tout. Et l'agent, à la fin, il va te dire que ça marche. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Tu sais pas. Et donc, en fait, plus tu as besoin d'une feedback loop que tu trustes, qui est répétable et qui scale. Ouais. Sinon, tu vas déployer des trucs qui marchent pas. Et ta vraie feedback loop, c'est ton customer qui te dit que ça marche pas. Et donc, c'est des feedback loops très douloureuses, très chères et très lentes. Ce que tu veux, c'est même l'agent qui ouvre la pull request et qui fait tourner ton circle CI et avec une code review et qui revient, c'est trop long. Parce que une pull request, à chaque fois que tu as un changement proposé, pour savoir si ça marche. Ça va quand c'est des humains en face. Mais quand c'est une AI, quand c'est des centaines d'AI qui peuvent coder 100 fois plus vite, on n'imagine même pas c'est un tsunami de pull requests qui arrive. Ouais. Déjà ça n'a aucun sens. T'as suivi l'open source, ça devient galère. Nous, ce qu'on fait, on te donne ta CI et tu la fais tourner localement. Et tu la branches directement dans l'AI et tu dis à l'AI, voilà, t'appuies sur ce bouton là. Si c'est rouge, tu continues, t'as pas fini. Si c'est vert, tu viens me voir et t'ouvres une pull request, mais tu viens pas avant. En gros, c'est ça. Et donc, il tourne, ça, tac, 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 il trace. Et ça, tu peux pas le faire avec CircleCI. En fait, il te faut cette plateforme. Et c'est transformateur pour nous parce que c'est la même plateforme qu'on a construit. Les années qu'on s'emmerde à la construire, c'est très difficile de faire le système comme il faut. Mais ça scale, c'est rapide, etc. Et là, tout d'un coup, on a ce tsunami qui arrive, qui va créer la demande, quoi. Donc on en est là. En tout cas, va accélérer la demande de ouf, quoi. En tout cas, oui, créer la demande au-delà des teams DevOps. La team DevOps, elle voilà, je passe la partie où nous-mêmes on a des bugs, on a des problèmes. Hein. Je dis pas qu'on est parfait, mais si t'es dans la team DevOps, si ta responsabilité c'est la CI, que ce soit Dagger ou quelqu'un d'autre, il faut cette transformation, c'est plus possible, quoi. Mais le reste de l'organisation, grosso modo, s'en fout. Mais très bientôt, elle s'en foutra plus. Non, c'est vrai. Ça sera le blocage. Quand
quand tout le monde quand il y aura un embouteillage de Claude qui attendent tous c'est ça, ouais. et qu'il faut le tester à la main et qu'il y en a 100 par jour à tester à la main, Ouais. Oui, puis l'enfer, parce qu'en plus, c'est pas juste qu'il faut les tester à la main, c'est qu'en plus, il faut les tester, les retester 10 000 fois, parce que exactement. t'as entre guillemets, ton AI, elle code vite, mais souvent, elle fait plus d'erreurs, en fait. Et donc, du coup, t'as besoin de plus d'itérations pour corriger ces erreurs, et le seul moyen, c'est d'itérer. Et après, ils deviennent plus smart, mais ce que l'industrie a découvert, c'est que justement, c'est l'itération qui rend l'AI intelligente. Ouais. Plus tu lui donnes l'opportunité d'itérer, et plus elle sera forte. Et donc, c'est un problème. C'est un bottleneck, quoi, un vrai bottleneck. Ouais, c'est ça. Cool. Voilà, moi, j'adore parce que la CI, typiquement, c'est le sujet qui emmerde tout le monde, quoi. Nous, on a un serveur Discord avec les fans de CI. On parle de CI, on adore la CI, c'est génial. Et puis le reste du monde est là, mais c'est comme tu vois, c'est la passion vraiment niche, vraiment boring. Mais là, c'est un mal nécessaire, en fait. C'est un peu ça aujourd'hui, la CI. C'est un peu ça, quoi. La CI, c'est un mal nécessaire. Ouais. Mais dans ce Discord, c'est rempli d'ingénieurs qui leur rêve dans la vie, c'est faire la CI la plus cool possible. Tu vois, mais mais ils souffrent parce qu'ils peuvent pas. Donc ils veulent c'est Dagger et tout. Mais je pense que ça va devenir. C'est un mot qu'on va entendre beaucoup plus très bientôt. Je pense qu'on va bientôt entendre des boîtes AI, les anthropiques, les beaux gosses là, parler beaucoup de CI. Ok. Intéressant. Bah, écoute, on va voir ça. Trop bien. Bon, Solomon, je veux pas te garder trop longtemps parce qu'on est en train de faire un très très long épisode, mais c'était très cool. C'est hyper. On peut splitter en deux. Non, ouais, c'est partie 1, partie 2. C'est clair. Non, mais c'est hyper intéressant. Je vais quand même te poser 2 petites questions de fin. Alors, je voulais te poser la question, c'est quoi la prochaine innovation du cloud? Mais j'ai l'impression que tu m'as un peu répondu quand même avec les CI, les agents. C'est un peu ça l'idée. Ouais, je pense que c'est ça. 2 autres questions. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas de la tech? Est-ce que tu as une autre passion? Alors, j'ai 2 enfants de 5 ans et 7 ans, donc c'est sacrée passion. C'est une sacrée passion, ouais, ça. Et puis, t'as envie de faire les choses bien, donc j'aime bien passer du temps avec eux. J'ai toujours fait beaucoup d'arts martiaux. Là, en ce moment, j'ai un peu ralenti avec les enfants, mais ma résolution de cette année, c'est de m'y remettre. Et puis, j'adore l'histoire. J'ai une quantité de livres d'histoire. Ah ouais. Qui s'accumulent aux grandes dames de la famille, parce qu'ils n'avaient pas prévu autant de livres dans les étagères, mais tout le monde me dit de prendre un Kindle, mais je refuse. J'aime bien lire en papier, donc oui, j'adore l'histoire. J'adore comprendre comment le monde marche. Voilà. C'est une obsession d'ingénieur, mais appliquée au reste du monde. Ouais, ok, intéressant. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent tu veux comprendre un peu la géopolitique et comment l'actualité, en fait, comment ça marche, éclairé. Ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Et la première chose qui te vient en tête, si je te demande sur quoi tu as changé d'avis durant ta carrière? Oula, tellement de choses. En fait, il y a tellement de choses, je sais même pas quoi choisir. Là, on parlait de CI, donc quand on a lancé Dagger, on était persuadés que tous les développeurs allaient adorer faire leur CI eux-mêmes, avec du code. Et finalement, que ce soit du code ou pas, ça change rien. Les développeurs s'en foutent de la CI. On pensait que ce serait démocratisé, mais en fait, ça reste très centralisé. Bon, ça c'est très tactique, hein. Mais ouais, je pensais aussi que une startup qui fait de l'infrastructure elle-même, par-dessus les géants AWS, etc., c'était une impasse, c'était une mauvaise idée toujours. Ok. Parce que .cloud, ça n'a pas marché. Notre cohorte à l'époque, personne n'a réussi à le faire, très très rare. Et maintenant, je vois les nouvelles cohortes. J'en parlais de Vercel tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Je vois Cloudflare, qui il n'y a pas si longtemps était une startup aussi. Je me dis, en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'infrastructure. Il ne faut pas avoir peur de descendre dans la stack. Voilà. Tout n'est pas fait. Non, et avec les AI, je pense que ça va être de plus en plus nécessaire parce que
Ouais. La couche au-dessus va beaucoup rétrécir. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, en fait, elle est en train de. Enfin, ça s'écarte, en fait. C'est-à-dire que tu as Ouais, c'est ça. le très haut niveau où tu peux vibe coder et puis le très bas niveau Ouais. où là, il va peut-être pas Ouais. encore. Ouais. Et pour ramener à mon expérience, j'ai pas envie de tout ramener à Dagger, mais pendant super longtemps, on avait une décision, une opinion très forte à Dagger qu'on voulait pas faire de l'hébergement. On voulait pas faire tourner ta CI. On voulait te donner le software, tu le fais tourner toi sur tes machines. Évidemment, ça reste possible. Mais là, en fait, on a pour la commercialisation, on a fait un 180 et là, on est en bêta, mais on va bientôt le sortir. Mais on va, si tu veux qu'on fasse tout tourner, on fait tout tourner. Et en fait, il y a une demande énorme pour ça. Ouais. Et ça reste à 90% du temps, si tu fais du software d'infra, open source et que tu demandes comment le monétiser, faut pas chercher midi à 14h, faut vendre la version hébergée, il y a de la demande. Je pense que j'ai été trop marqué par l'époque .cloud où je pense c'était trop tôt, mais là ouais, faut le faire quoi. Les gens commencent souvent par utiliser une version hébergée avant peut-être Ouais, et puis en fait dans le monde de l'infra, on reste trop entre nous. Ouais. Et la communauté infra, elle adore tout héberger elle-même. C'est toujours c'est le hosting. Ah, je fais tout moi-même. De toute façon, les trucs managés, c'est trop cher, c'est trop lent, c'est trop pourri. Et souvent, c'est vrai. Mais le monde est beaucoup plus grand. Et il n'y a pas le temps, quoi. Il n'y a pas le temps de tout faire soi-même. Il n'y a pas le temps. Ouais, et voilà. En plus, souvent, là, les versions hébergées au final, sont mieux s'ils font bien leur boulot. Parce qu'on a aussi tendance à trop over-engineerer, tu vois, la Kubernetes et les 3000 trucs par-dessus. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc voilà. Et puis moi, j'ai déjà vu des versions auto-hébergées qui finissent avec un mineur Bitcoin sur le serveur parce qu'il y a une faille pas mise à jour. Sans parler de ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Vrai métier. Ok, trop cool. Dernière chose, est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin pour clôturer l'épisode? Oh là là. Alors mon mot de la fin, je pense qu'il y a beaucoup de hype autour des AI qui codent. Je suis désolé, c'est tellement bateau. Mais je suis pas le AI hype man, ok. Je code, je trouve ça super, hein, prometteur, mais moi, les cordonniers sont les moins bien chaussés. J'ai codé à la main quand beaucoup d'autres ne le faisaient plus. J'ai commencé très doucement à utiliser la fonction auto-complétion AI dans l'éditeur. Tu vois, la hype cloud code, j'étais là, c'est cool, c'est fun, mais je m'en servais pas. Là, en 3-4 semaines, nous, à Dagger, tout a changé, quoi. C'est-à-dire là, maintenant, on code des features système bas niveau de fou en agentique d'abord. Après, on review le code, on fait attention, c'est des couches basses, mais je veux dire, on a passé un cap. Ouais. Là, Opus 4.5, 4.6, c'est. Après, il y a la hype. Mais là, il y a un truc qui est en train de se passer où. Là, moi, j'ai une pull request monstrueuse. Ouais. Pour le dernier bout de design qui manque à 1.0 de Dagger. C'est une convergence de 5 problèmes de design de fond. C'est vraiment complexe. Ce serait 3 mois pour finaliser la spec et faire le proto. Alors qu'on ship vite, hein. Et là, en fait, on a le proto. Là, on est depuis on a fait une semaine, on a tracé, on a le proto. C'est un vrai x10, quoi. Un vrai x10. Okay. Et je pense qu'il faut se préparer. Comment faut se préparer au moment où on code plus, quoi. Ouais. Pour de vrai. Ouais. On va voir ça. Mais comment tu arrives à le valider, cette énorme pull request, en fait? Bah déjà, on s'appuie énormément sur les tests. Ouais. Beaucoup de tests. Ça veut dire que tu écris encore tes tests toi-même ou non, alors, on a notre suite de tests. On a notre suite de tests qu'on a écrit à la main. Ouais. On n'est pas vibe coding first. Hein. C'est juste que là, je vois ce qui se passe. Ouais. On peut pas nier que là, je veux dire, certains trucs, tu te sens con de le faire à la main. Mais là, en fait, je pourrais faire autre chose. Mais c'est pas ok. Je vais jouer à des jeux vidéo. Il y a un travail énorme par-dessus d'editing, de review, d'architecture, parce qu'ils se plantent sur plein de choses. Ouais. Mais pour prendre l'analogie de la maison,
il construit la maison qu'on veut parfaitement du premier coup. C'est juste que il sait pas la maison. Il faut qu'on lui dise quelle maison. Si la porte on la voulait pas là, on la voulait là, parce que c'est pas feng shui. Il va pas te faire. Tu peux pas lui dire fais-moi la maison feng shui parfaite. Tu vois. Il va. Tu lui dis ce que tu veux, il te le fait quoi. Donc les tests. Il faut faire attention parce que quand tu vibe code les tests, souvent il fait des tests qui sont optimisés pour être verts, qui testent pas vraiment. Non, ça c'est un vrai problème. Donc mais je pense que par exemple, au lieu de développer à la main le code, de plus en plus, on va développer à la main la suite de tests qui valident vraiment. Mais même là, ça va être beaucoup de vibe coding, mais avec review plus attentive, et pour que les tests deviennent le plus possible la source de vérité, quoi. Okay. Voilà, c'est un mot de la fin un peu long, mais moi j'ai été choqué parce que ça y est, on s'est pris le tsunami là dans la face là. Alors pourtant, on a une team, on a développé on a une team AI savvy qui connaît, mais qui s'en servait, qui construisait pour les autres, mais qui trouvait que c'était pas encore prêt pour une tech comme Dagger qui est très bas niveau et complexe. Et là, ça a changé extrêmement vite. Ça nous a pris un peu de cours. J'ai vu un peu sur les réseaux. Effectivement, j'ai vu que ça avait l'air d'avoir passé un step vraiment. Ouais. Okay. Non, mais c'est la première fois que je me suis dit, ok, là, ça fait. Moi, je code tous les jours. Et là, pendant une semaine, j'ai codé, mais via Claude, quoi. Ok, trop bien. Non, mais écoute, non, c'est pas bateau. Hein. C'est intéressant d'avoir, tu vois, un vrai retour d'expérience de quelqu'un qui est dedans, parce que les retours d'expérience, souvent extérieurs sur les réseaux, ils sont un peu marketés. T'as toujours un peu du mal. Ah, mais oui, c'est horrible, c'est horrible. Mais moi-même, je me dis toujours, mais qu'est-ce qui est vrai ou pas ? Tu sais pas en fait, parce que clairement, on a toute la terre entière, toute la Silicon Valley, essaie de me vendre un truc sur Twitter, clairement. Donc tu sais pas, mais c'est pour ça que je voulais partager ça, parce que nous on vend pas un agent AI, on vend l'inverse, on vend le truc déterministe qui dit à ton agent s'il a fait de la merde ou pas. Et non, là ça c'est on a changé notre manière de travailler, quoi. Ok, bon écoute, trop cool. L'histoire de Salomon est évidemment complètement exceptionnelle, mais j'en ai une autre pour vous du même acabit. L'histoire d'un inconnu qui s'ennuyait au boulot et s'est mis à coder sur son temps libre. De fil en aiguille, il va se passionner pour la compression. Et en 5 ans, il crée un algorithme plus rapide que tout ce qui existe sur le marché. Google va bien essayer de l'égaler, mais sans jamais y parvenir. Aujourd'hui, son travail est même intégré dans le noyau Linux et dans des milliers d'autres outils. Pour découvrir l'histoire de Yann, le créateur de LZ4, c'est par ici. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, Solomon. C'était hyper cool de parler de tout ça. Avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt. À très bientôt. Ciao.